Mathieu, bonjour à toi, bienvenue sur Limites. C'est ici où on essaie de parler des limites planétaires, on essaie de vulgariser toutes ces questions-là, tous ces enjeux-là, dans tous les sens du terme bien entendu. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que tu fais partie des personnes qui luttent contre le mensonge. Tu luttes contre les grosses compagnies, ces fameuses compagnies qui désirent continuer leur business as usual, continuer leur modèle business envers et contre tout et envers les lois de la physique souvent et arrivent parfois à communiquer un message et nous fait dire ah ben tiens on peut consommer comme avant tout en n'ayant aucun impact sur la planète, fait partie de ceux justement qui, en nuance bien sûr, arrivent à décanter tout ça et à dire ok bon ça les gars c'est du foutage de gueule, ça c'est à revoir. Tu es également enseignant à Sciences Po en marketing et société à Paris si je comprends bien et tu es consultant chercheur en communication et transition écologique depuis quelques années maintenant. Alors ça veut dire quoi être déjà être consultant en transition écologique, c'est-à-dire tu fais quoi dans cette fonction-là? Ouais, bonjour Vince. Moi je suis vraiment à l'articulation entre les enjeux de transition écologique, donc tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, et la communication, le marketing, la publicité. Et donc mon rôle c'est de conseiller les organisations, les entreprises sur la manière dont elles parlent de leur démarche de soutenabilité. Est-ce qu'elles ont une démarche qui est suffisamment aboutie pour leur permettre d'en parler? Et après, quand elles en parlent, quels sont les arguments qu'elles mettent en avant? Est-ce que ces arguments sont clairs, proportionnés? Est-ce qu'ils sont crédibles? Et quels sont les éléments de preuve qu'ils proposent? Voilà. Donc mon rôle, en fait, c'est un petit peu de les challenger sur leur posture de communication, sur leur prise de parole, et de leur dire « Ah, ça c'est super ce que vous faites, par contre, attention à la manière dont vous communiquez dessus » ou au contraire « Hop, la méfiance, vous êtes sur un terrain miné, donc attendez un peu avant d'y aller » ou « Soyez bien sûr d'avoir fait ceci et cela avant de communiquer ». Et puis la com, c'est aussi la com interne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise la communication en interne aux entreprises pour faire comprendre quels sont les enjeux, pour identifier les ambassadeurs, pour valoriser les personnes qui s'engagent. Et après, plus largement, on peut parler de communication externe. Mais il y a vraiment aussi un enjeu de communication interne pour ces entreprises. Oui, parce que forcément, tu as des entreprises qui vendent des produits et qui sont très contents de se dire ah, bah voilà, on va inviter Mathieu parce que est-ce que nos produits sont éco-responsables, etc. Voilà, c'est du local, etc. Mais tu as des gens qui travaillent là-bas qui ne sont pas du tout sensibilisés par les questions écologiques. Ton but à toi aussi, c'est de te dire tiens, comment ça se passe en interne? Est-ce que vous avez conscience de certaines choses? C'est pourquoi? C'est pour essayer de rassembler un petit peu cet esprit de l'entreprise avec ses travailleurs pour que tout prenne une direction plus écologique en général, ou alors c'est simplement que tu te dis bon bah voilà je vous explique à vous et que vous soyez écolo ou pas écolo, on s'en fout, le plus important c'est le message de l'entreprise et ce qu'elle vend. Ouais. Non, en général ceux qui viennent me voir c'est qu'ils ont déjà pris conscience des enjeux et qu'ils veulent faire les choses bien et mieux quoi. Voilà. Et donc l'enjeu c'est de les aider à être cohérents entre ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, les contraintes auxquelles ils font face, la réalité de leurs impacts environnementaux, sociaux, sociétaux et les messages qu'ils diffusent. Et donc moi ce que j'aime bien c'est que justement ça permet de les aider à s'améliorer parce qu'on est vraiment dans des démarches d'amélioration continue. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui, même les petites qui sont RSE native, CSR native, aucune d'entre elles ne peut dire ça y est on est les meilleurs du monde, on a un impact positif. Pour moi, c'est pas vrai. Il y a forcément des impacts négatifs. Par contre, il y a de la création de valeur qui peut être mieux partagée, davantage partagée avec ses parties prenantes, avec ses fournisseurs, avec la société. Mais toute entreprise, toute activité génère des impacts. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à traduire ça et à faire comprendre à nos publics, déjà nos consommateurs, nos clients, mais aussi nos fournisseurs, nos salariés, qu'on est en train d'avancer, qu'on a des marges de progrès, qu'on a conscience de tel et tel impact, mais qu'on sait comment on va les surmonter, mais aussi les limites auxquelles on est confronté. Parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas faire pour des questions de volume, pour des questions de technologie ou pour des questions de maturité du business model. Ouais, donc c'est aussi avoir cette clarté-là. Ou du business model tout court en fait. C'est ça. Et de dire, ben voilà, ça on ne sait pas faire, on a bien vu qu'il y avait un sujet là, on va l'étudier, mais pour l'instant on ne voit pas trop comment le prendre et on va essayer d'y aller et du coup là on peut se faire aider pour aborder ce sujet-là. C'est la première fois qu'on va parler justement de cet aspect commercial et publicitaire sur Limites, parce que voilà, il n'y a rien à faire, la publicité véhicule ce mode de vie qui est basé sur la consommation et on va le dire très honnêtement aujourd'hui, la surconsommation. Donc tu dois souvent jongler avec le diable en quelque sorte, parce que si tu es invité par, on va les citer, des Coca-Cola, des Total Energy ou des BNP Paribas et Crédit Agricole, c'est quand même très complexe en sachant que tu sais ce qu'il y a derrière et que tu dois pouvoir travailler cette communication. Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement,
T'as déjà bossé avec des boîtes qui sont vraiment délétères pour la planète, qui sont vraiment mauvaises Alors, celles que tu as citées, non. Mais par exemple, j'ai déjà été sollicité par une compagnie aérienne, une grande compagnie aérienne. Neutre carbone, bien sûr. Alors justement, ils se disaient, on a bien compris que c'était pas. Ils avaient lu l'avis de l'ADEME, ils avaient bien compris que c'était pas. ADEME, l'agence de la transition écologique, qui a fait un avis en disant la neutralité carbone, c'est bon à l'échelle de la planète, mais absolument pas à l'échelle d'une entreprise ou d'un produit ou d'un service. Et ils ont dit, voilà, on voit bien qu'il y a un souci avec cet argument-là. Alors, on est obligé d'y aller, de l'annoncer, parce que tous les acteurs le font. Si jamais on le fait pas, on va croire qu'on n'agit pas. Mais plus profondément, ils se sont dit, voilà, on prépare une campagne pour expliquer nos efforts, parce qu'ils ont fait des efforts et ils ont une perspective en fait de réduction de leurs impacts. Donc ça va être sur les avions, des avions qui consomment moins, les trajectoires et les carburants qui sont moins émissifs. Mais ils ont bien conscience que ça, c'est pas grand-chose face au simple fait de prendre l'avion. Et donc leur question c'était est-ce qu'on peut encore communiquer sur ces sujets-là? Est-ce qu'on ne va pas arrêter les avions? Oui, mais alors eux, ils en sont pas là. C'est compliqué, c'est leur business model. C'est ça. Il y a des gens qui vivent là-dessus. Voilà, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'une compagnie aérienne peut communiquer sur ses engagements sans se faire tacler ou en limitant le plus possible les critiques pour greenwashing. Et donc là, on a beaucoup discuté sur un discours de transparence, sur ok, on a conscience que prendre l'avion, ça a des impacts. Maintenant, voilà ce qu'on fait pour les réduire. On ne vous dit pas qu'on est neutre, on ne vous dit pas qu'on a zéro impact, mais on vous dit ce qu'on essaie de faire. Alors la campagne pour l'instant n'est pas sortie, donc je ne sais pas ce qui a été conservé ou pas, mais les discussions étaient vraiment intéressantes parce qu'on avait… Excuse-moi, j'ai une petite araignée qui a pointé le bout de son… je la dépose ici. Excuse-moi, voilà, et je te laisse continuer. Donc, ce qui était intéressant, c'était qu'on a, on voit une progression par rapport à il y a 10 ans. C'est que là, en face de moi, j'avais le directeur marketing du groupe, directeur RSE et aussi quelqu'un du comité exécutif, du comité de direction. Et c'était intéressant de voir que certaines de mes remarques avaient déjà été discutées en interne et qui débarquaient pas. Et on sentait bien que c'était des choix qui étaient stratégiques et pas forcément très simples. J'imagine qu'ils se sont fait allumer sur LinkedIn et des trucs dans le genre. Mais pour l'instant, la campagne n'est pas sortie. Ouais, non, donc, allumer, parce que toutes les compagnies aériennes se font allumer d'une manière ou d'une autre. Oui, par principe, ils savent qu'ils vont se faire allumer. Est-ce qu'ils vont réussir à adopter une posture qui est différente en disant, on a conscience qu'en gros, que notre business model, il n'est pas soutenable. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais ça serait ça, de dire, voilà. Est-ce qu'ils savent ou pas Oui, ils le savent. Ils savent que leur business model ne peut pas durer dans un monde qu'il faut réduire à 1,5 degré. Oui, ils le savent. Après, il y a des grosses contraintes, ne serait-ce qu'en interne. C'est-à-dire qu'il y a, dans une compagnie aérienne, il y a aussi des catégories de personnes qui ne peuvent pas entendre qu'on va devoir voler moins. Ouais. Voilà. Donc, c'est déjà un sujet extrêmement compliqué en interne et donc ça va être compliqué à aborder en externe. Donc voilà, donc là, c'est un cas où je me dis, tiens, mais est-ce que c'est mon rôle de discuter avec ces entreprises-là? Je pourrais partir du principe que c'est une entreprise qui, par principe, son business model, il est néfaste. Voilà. Mais moi, je pense que dans les années qui viennent, il y aura toujours des vols en avion. Peut-être qu'on va arriver à des quotas, peut-être que les gens vont comprendre qu'il y a certains voyages qui sont à supprimer et que d'autres sont vraiment importants. Si je prends un exemple, par exemple, j'accompagne un centre de mémoire sur les plages de Normandie suite à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le centre canadien. D'accord ? Donc il y a une partie de leur bilan carbone, bien sûr, de leur impact, qui vient des voyages des Canadiens qui viennent en France. Est-ce qu'on peut interdire à des Canadiens de venir se recueillir sur la tombe où leurs ancêtres sont morts pour défendre la liberté? Je ne pense pas. Je pense que ce type de voyage-là n'est pas du même ordre que quelqu'un qui part en week-end à Ibiza, un de nos ministres récemment en France, juste pour le week-end. Donc pour moi, il y a quand même différents types de motivations pour prendre un avion. Oui, il y a pour des raisons de santé aussi, mais je vais prendre un exemple très simple. Tu as devant toi ici quelqu'un, moi, voilà, qui suis d'origine sénégalaise. Oui. J'ai la famille qui commence à être âgée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends encore ou pas l'avion pour déjà que mes enfants puissent voir leurs origines, je veux dire, le Sénégal, ce sont leurs racines, qui comprennent leur histoire, parce qu'il y a aussi un enjeu un peu particulier pour des enfants qui vivent ici, par exemple en France et en Belgique, et qui ne savent pas forcément quelles sont leurs racines. Pour savoir d'où on vient, où on va, il faut savoir d'où on vient. Oui. Maintenant, si j'ai un décès d'un oncle, d'un tonton, d'une grand-mère, qu'en est-il, quoi? C'est délicat, c'est compliqué ces questions-là. Moi, je pense que pour des raisons familiales, évidemment, il faut prendre l'avion pour y aller. Après, il y a la question, même si c'est un cas d'urgence où tu dois te rendre rapidement sur place, peut-être que tu peux réorganiser ton planning pour y rester plus longtemps. Parce que l'enjeu aussi, c'est une fois qu'on est sur place, de ne pas éviter de faire l'aller-retour en 48 heures ou en 3 jours, mais plutôt de rester sur place pour en profiter pour faire d'autres choses. Et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'activités qu'on peut faire à distance. Voilà. C'est comme quand on doit se déplacer en Europe,
on a quand même plein de villes qui sont accessibles en train. Alors oui, ça peut prendre plus de temps et ça peut être plus cher que l'avion, mais mais on peut aussi s'organiser pour travailler dans le train, etc. Donc il y a des situations pour lesquelles on peut le faire, et il y a des situations pour lesquelles l'avion pour moi est tout à fait légitime. Par contre, le fait de se poser la question et de se dire, bah, tiens, là, est-ce que j'ai pas une autre solution, ou est-ce que ce trajet, il est vraiment indispensable? Est-ce que je peux pas le coupler avec un autre trajet pour avoir 2 motivations plutôt qu'une pour me déplacer, voilà. Donc pour en revenir à la compagnie aérienne, je pense qu'on a encore besoin de ces activités-là. Par contre, il y a une question de soutenabilité. Donc est-ce que c'est un voyage qui est raisonnable ou pas? Est-ce que je vais l'optimiser pour réduire mes émissions? Et du coup, que me propose la compagnie? Est-ce qu'elle est toujours en train de me proposer de prendre davantage l'avion et à la moindre occasion, ou tiens, il y a une offre promo, allez, ça y est, je pars. Les offres promo avec les miles. Voilà. Plus tu voles un avion, alors ça c'est le concept de miles, c'est horrible. Oui, ça c'est un sujet sur effectivement. Tu sais que j'ai encore retrouvé une vieille carte de miles, etc. J'ai été vérifié, j'ai plein de miles, et on me dit vous pouvez les utiliser. Parce que oui, j'ai un passif. Je suis parti 15 fois au Japon avant de lire les rapports du GIEC, où je me suis dit bon bah le Japon, merci, bye bye, on se reverra en vélo. Vraiment. Mais tu vois, on favorise quand même, on est toujours dans ce côté. Et c'est là qu'on interroge le business model de l'entreprise et tout ce qui fait que ça encourage à la surconsommation. Donc là, effectivement, on en a parlé. Et pour l'instant, c'est un sujet qui est trop complexe à aborder, mais ça viendra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une entreprise d'un seul coup de traiter tous les sujets. Bien sûr, le premier niveau, c'est la prise de conscience. Le temps limité. Oui, et c'est pour ça qu'à côté de ça, il faut qu'il y ait des actions du régulateur. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des contraintes, il faut qu'il y ait des quotas. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas laisser simplement la responsabilité aux entreprises qui, elles, la majorité vont continuer leur business à juger et aux citoyens. Aux citoyens qui, certains vont se dire mais pourquoi est-ce que moi je me prive et pas mon voisin ou pas ceux d'autres pays, etc. Donc il y a vraiment un rôle du régulateur aussi de clarifier les choses, de dire par exemple sur les énergies fossiles, de dire clairement, pas que parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais de dire il y a un souci là-dessus, il faut qu'on aille vers de la sobriété, point barre. Que ça se soit dit clairement par le gouvernement, les gouvernements des différents pays, ça aidera les entreprises à dire ah ouais effectivement il y a un truc et il faut qu'on y aille avant qu'on nous sanctionne. Donc tu vois, c'est ce triptyque-là qui doit Air France pourrait devenir Mer France. Je sais pas, j'imagine un truc. Hein. Oui, alors là c'est plus leur business, mais c'est oui, à ce moment-là ça pose la question. Peugeot c'était des poivriers. Oui. Tu vois, Lamborghini c'est des tracteurs. Oui, mais ça a pris combien de temps? Il y a ça aussi. Vrai. Voilà. Donc oui, peut-être qu'un jour, si les contraintes sont fortes. Est-ce qu'ils pensent déjà à se diversifier ou pas du tout Non, j'y pense pas encore. Air France fait des deals avec les trains, mais c'est toujours pour prendre un avion quelque part, tu vois. Oui, c'est ça. Je cite Air France parce que c'est ce que j'ai en tête. Hein, mais c'est ça. En fait, le premier pas, c'est de dire ok, le long courrier, si je veux faire un Paris-New York, ok, aujourd'hui à moins. Alors, en plus, je ne connais pas les offres alternatives en bateau, ça prend combien de temps, ça coûte combien, j'en sais rien. Il n'y a rien du tout sur. Enfin, si tu peux trouver sur Internet, mais c'est pas quand tu tapes Paris-New York bateau, ça t'envoie quand même des annonces sur Google en avion, tu vois. Oui, voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas d'alternatives qui sont assez cohérentes, c'est assez normal qu'ils continuent à proposer ça. Par contre, ça veut dire qu'il faut travailler à comment est-ce qu'on pourrait faire pour se déplacer entre les deux avec des conditions qui nous permettent d'être bien, de travailler, etc. Ou en famille, si on y va en famille. Et après, c'est plutôt bien qu'ils se disent, plutôt que faire Bruxelles-Paris ou même Bordeaux-Paris en avion, autant favoriser. Mais est-ce que c'est vraiment favorisé? Est-ce que qu'est-ce qu'ils font pour ça? Et est-ce qu'on peut avoir des miles aussi en train alors qu'on est en avion? Enfin, j'en sais rien. Parce que je pense à un autre truc maintenant, tu vois, tout ça, on sait que les marques essayent de continuer à maintenir le business model tout en étant chez certaines personnes dans le marketing en interne sensibilisées. Moi je vois bien sur LinkedIn, j'allume Total Energy, j'allume BNP Paribas, j'en allume plein, mais il y en a qui viennent me parler en mode ouais je travaille là-bas dans une société de gaz et crois-moi que moi ici en interne j'essaie de tout faire, j'essaie de sensibiliser. On sait que voilà, c'est pas le grand méchant, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais par contre, la réalité c'est que prendre moins l'avion, moins de vols, c'est moins d'argent qui rentre, donc c'est potentiellement. Donc ça questionne le business model. C'est ça, et c'est potentiellement des gens qui vont se retrouver à la rue, donc à la rue façon de parler, qui vont être virés. Bien sûr. Et donc ça met une pression sur la société parce que qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce qu'on leur propose des alternatives et tout? Et il n'y a pas aussi cette peur un peu de se dire moins voler en avion, c'est peut-être 10 000 emplois en moins, 10 000 emplois en moins, ça a des lourdes conséquences sociales. Hein. Oui, il y a cette réaction-là, il y a aussi cette réaction de dire si moi j'achète pas ce billet, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, et de toute façon l'avion il va décoller. Donc autant que je sois dedans et comme ça en plus je fais mon voyage. Donc c'est sûr qu'il y a besoin d'une réflexion de la part des individus. Et qu'est-ce que je décide moi, peu importe ce que font les autres, mais moi, en mon âme et conscience, est-ce que je continue à quelque part cautionner ce type de mode de transport ou pas? Et est-ce que j'ai fait l'effort de réfléchir?
Après, que je prenne l'avion et que je sois conscient des impacts et que je me dise ça en valait la peine parce que ceci, parce que cela, des raisons familiales ou parce que c'est le voyage d'une vie ou c'est voilà, il y a plein de raisons de faire ça. Mais c'est sûr que c'est pas simple et donc on peut revenir sur la question de la communication. C'est la boîte, elle est ce qu'elle est, elle a conscience ou pas des enjeux, ça bouge ou pas en interne, ça la tiraille, elle veut se transformer ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle communique sur cette démarche-là. Est-ce qu'elle essaie de démontrer qu'elle est en train d'avancer et qu'elle a conscience des enjeux, des difficultés, et est-ce qu'elle nous dit en gros on est tous dans la même galère et nous on essaie de faire notre part? Ou est-ce qu'elle essaie de faire un maximum de moula et d'enculer les gens? C'est ça, non mais c'est ça. Et en gros, est-ce qu'elle essaie de dire tiens, j'ai fait ma part alors que c'est pas vrai, elle a fait un petit truc, et elle essaie de maintenir son business le plus possible tel qu'il est parce qu'elle veut ramasser un max d'argent et que advienne que pourra. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse à travers la com, c'est de voir s'il y a cette prise de conscience, cette sincérité, et si le public est berné ou pas par les allégations. Voilà. Et toi qui as la tête dans le guidon, pour toi, oui. À tableau général, les entreprises, tu sens vraiment qu'il y a une volonté de se dire on y va? Ou tu sens qu'en majorité, j'imagine bien ça dépend desquelles, hein, il y a les petites et moyennes entreprises et puis tu as les gros ténors. Pour toi, ils se foutent de la gueule du monde en mode on continue pour alimenter nos actionnaires qui est le dividende, etc. Et on s'en fout et on va bien les niquer jusqu'au bout histoire de leur faire croire qu'on est éco-responsable, etc. Ou il y a vraiment ce ah non les gars, faut qu'on change, faut que ça se transforme. Alors je pense que c'est un intermédiaire parce que je pense que les entreprises qui font, elles font vraiment des choses. Et elles ont l'impression que ça répond aux enjeux. Donc tu vois, elles ne sont pas en train de dire… Donc c'est une méconnaissance alors du coup. Exactement, parce qu'elles ne sont pas en train de dire ce que je fais, c'est pas à la hauteur et je suis en train de mentir à tout le monde et je vais ramasser le plus de fric possible et tant pis pour tout le monde. Elles sont en train de dire ah tiens, ah ouais, il se passe des trucs, ouais, je vais faire un packaging recyclé, je vais modifier un peu le sourcing de mon produit, etc. Ouais. Et ça suffira. Donc en fait, elles font du greenwashing par méconnaissance des enjeux déjà de greenwashing, quels sont les impacts, etc. Et surtout, elles ne savent pas ou elles ne veulent pas voir que leur business model est remis en question par les enjeux écologiques au sens large. Donc tu vois, on est sur un intermédiaire où si elles avaient vraiment conscience, enfin si les personnes qui sont aux manettes de ces entreprises-là avaient réellement et sincèrement conscience, elles feraient des choses pour changer. Et c'est ce qu'on voit dans les entreprises. Ça s'arrêterait. Oui, ou en tout cas, elles annonceraient des investissements forts en R&D, ou elles vendraient… Il y a des boîtes qui vendent certaines parts de leurs actifs parce qu'elles trouvent que c'est plus cohérent. On a vu des grandes énergies dire nous on vend tout ce qui est centrale à charbon parce qu'on ne veut plus être associé au financement de centrale à charbon. On a une grande banque en France qui a dit nous en 2030 on arrêtera de financer les énergies fossiles. C'est que 2030, enfin c'est en 2030, on va voir si elle y arrive ou pas. En tout cas c'est la première à annoncer ça. Donc on a des boîtes quand elles ont vraiment pris conscience, elles n'ont d'autre choix que de dire on va transformer nos business models. Je trouve que la majorité des boîtes aujourd'hui, elles croient qu'elles ont compris. Alors qu'en fait non. Elles n'ont pas compris l'ampleur des enjeux et le fait qu'on ne peut pas continuer à faire du business comme avant, que notre société elle devra transformer radicalement. C'est une sorte d'écologie qui a été récupérée par l'aspect marketing, où on dit ah qu'est-ce qu'il a fait notre voisin concurrent, ah il a fait ça, bon bah nous les gars on fait un petit peu la même chose, mais qu'effectivement ça ne remet pas en question comme tu as dit le business model, mais la réalité c'est que dans toutes les grosses boîtes, les plus grosses boîtes, avec énormément d'actifs, énormément de chiffres d'affaires, qui vont faire de l'extractivisme, en tout cas qui passent par d'autres sociétés qui font de l'extractivisme massif parce qu'il y a la question de gaz à effet de serre, d'accord, mais il y a quand même aussi destruction de la biodiversité, de pollution, et également d'exploitation humaine, problèmes sociaux et sociétaux, etc. Mais donc du coup, ils regardent peut-être ça à travers un œil, mais qu'il n'y a pas le reste. Je vais te donner un exemple. Moi, je peux citer les marques, je m'en fous. J'ai été contacté par Adidas, qui m'a contacté par mail pour me dire ah, on aime bien ton profil parce que t'es un peu genre Zarma, t'es un peu écolo pour l'instant, alors que je m'estime pas du tout écolo. En tout cas, beaucoup de personnes estiment que c'est le cas, mais j'estime que j'ai encore un très très long chemin, puisqu'on a lancé les mythes que ça y est. Moi, je le style absolument pas parfait. Ça c'est sûr, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils m'ont contacté pour me dire on a une paire de chaussures ici qui a, j'ai oublié le nom de la Stan Smith, 50%. C'est même pas Stan Smith, c'est vraiment un truc pour courir. C'est iconique, je sais plus. Je sais plus laquelle c'est, mais bref, c'est une paire de chaussures qui a, au lieu que ce soit 16 kg de CO2, ils sont arrivés à 1,8 ou 2, je sais pas très bien, en disant ouais est-ce que tu veux les porter et faire la promo. Et moi je leur ai répondu, désolé les gars, c'est pas avec une paire de baskets que vous aurez résolu tout le problème. Et j'aurais dit non parce qu'en acceptant de le faire, c'est comme si ça donnait une belle image. Je cautionne toute l'entreprise. Exactement. En fait, moi je leur ai dit c'est pas parce que vous faites un truc que vous avez sorti exceptionnellement en association avec une
une marque qui faisait du sustainable, où vous avez sorti autant de nombre de paires de chaussures et vous savez que c'est une édition limitée qu'on va plus revoir, je leur ai dit, je bosserai avec vous quand vous aurez changé toute votre chaîne industrielle. Mais ça, c'est du greenwashing, ça, parce que ça donne quand même une... Oui, alors c'est bien qu'ils fassent cet effort-là, parce que ça peut leur permettre de comprendre qu'on peut fabriquer les baskets différemment, à la fois sur le sourcing, sur les méthodes de production, sur les conditions dans lesquelles elles sont fabriquées, sur la fin de vie, est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on démonte ensuite une chaussure, une basket et qu'on réutilise les matériaux. Donc ça pourrait être une gamme qui permet, c'est un laboratoire d'idées en fait. Mais la manière dont ils le présentent, je pense que c'est pas le cas. Et puis moi j'ai un autre cas en France où ils ont sorti une grosse campagne pour les Stan Smith qui était en partie à base de plastique recyclé. Bon, l'allégation n'était pas très claire, mais c'est surtout, il y avait un pictogramme qui disait « End Plastic Waste ». Et donc, ils communiquent dans leurs magasins, notamment en France, sur mettre fin aux déchets plastiques. En gros, acheter ces baskets-là, c'est mettre fin aux déchets plastiques dans le monde. Et ça, c'est une posture qui est totalement fausse. Parce qu'en plus, la basket… Smith, il y a du cuir, il y a du synthétique, il y a la semelle. Et en plus, elles ne sont pas recyclables. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as bousillé tes Stan Smith, tu les jettes. Donc, ça devient un déchet comme les autres. Donc, c'est là, moi, que ça me dérange. C'est qu'on sent une entreprise qui a fait un coup marketing, mais qui n'a pas intégré ces sujets-là en profondeur. Après, c'est compliqué, c'est une énorme boîte. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Comme tu as dit, c'est une grande boîte. Oui. Adidas, c'est allemand à la base, il me semble, hein, mais c'est devenu international et c'est une grosse multinationale qui a des capitaux d'investissement qui viennent de partout dans le monde, forcément. Mais justement, c'est ça la question. Quand ils développent une campagne marketing, moi j'ai été contacté par Adidas Belgique, puisqu'on est ici en Belgique. Qui eux ont pas fait la campagne et je crois qu'ils ont suivi un modèle de campagne à l'international. Mais si ta campagne est évaluée, développée, créée dans un bureau à New York, qui ont leur conception de l'écologie qui n'est pas du tout la même que la France et que l'Europe, nous on a le Green Deal, eux ils sont à des kilomètres d'avoir le Green Deal, ils viennent même des années-lumière. Donc ça veut dire que c'est créé dans un paradigme qui ne correspond pas à notre culture, à notre approche, à nos sensibilités. Et que souvent ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que c'est traduit en français, c'est traduit, hop on envoie le modèle à Adidas Chine, Adidas Australie, Adidas Paris. Ok les gars, voilà la nouvelle, voilà la communication qu'il faut balancer derrière, traduisez-la. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a vraiment une traduction, mais au-delà de ça, je veux dire, un régulateur ou qu'Adidas France se dit « Bon les gars, ça se voit que c'est des quinries un peu CO2 à fond qui nous ont envoyé ça, faut qu'on le mette un petit peu à jour. » Parfois, j'ai l'impression que pas du tout. Et souvent dans les grosses marques, en fait. Oui, c'est un enjeu. Quand on a des campagnes internationales, normalement, il faut les adapter, ne serait-ce qu'à la culture. Et ça se fait. Hein. On ne vend pas des parfums de la même manière en Asie qu'en Europe, par exemple. Oui, on ne vend pas du make-up en Italie que chez nous. Parce que je fais une référence… on le mettra en petit, en carré à une personne qui fait du make-up extra black et qui a mis des noirs dans sa vidéo pour dire regardez j'ai un make-up extra black et regardez il y a plein de noirs dans ma vidéo pour des personnes noires de couleur de peau pour soutenir trucs, c'est foncièrement raciste mais voilà c'est comme tu as dit ça dépend des cultures. Donc normalement ça ils sont censés le faire. Après sur la question du greenwashing il y a des régulations qui sont plutôt, c'est la soft law, c'est des règles déontologiques. La soft law, donc c'est pas vraiment la loi où on peut te traîner devant le tribunal, ce sont des réglementations qui sont définies par les acteurs eux-mêmes. Voilà, ça s'appelle des règles déontologiques, c'est de l'éthique. Et donc ça, la plupart des grandes marques se moquent un peu de ces règles éthiques. Il y en a qui font attention, mais il y en a qui s'en moquent un peu. Et à partir du moment où ces régulations-là sont de plus en plus dures, où on rentre dans la hard law, dans la vraie loi, là, les entreprises, elles commencent à faire attention parce qu'il y a les directions juridiques de l'entité France qui dit à la maison mère, attention, si vous parlez à partir de janvier 2023 en France, si vous dites que ma capsule de café elle est neutre en carbone, vous tombez sous le coup de la loi. Et donc on pourra vous traîner en justice. Neutre en carbone, en France, c'est fini alors ça. C'est fini. Alors, pas tout. J'aurais bien aimé que ce soit tout simplement fini. Pas tout à fait. C'est encadré pour les produits et les services. On ne pourra plus dire qu'un produit ou un service est neutre en carbone, sauf si l'entreprise elle présente un bilan des gaz à effet de serre fait sur un périmètre très large. Elle présente sa stratégie de réduction des émissions et qu'elle s'y tient dans les années qui suivent. Il n'y a pas d'objectif par contre de réduction. On ne nous dit pas qu'il faut être cohérent avec l'accord de climat de Paris, par exemple. Et troisièmement, il faut qu'elle présente ses projets de compensation carbone et qu'elle explique combien ça lui a coûté, quel type de projet c'est, quel type de projets ce sont et comment est-ce qu'ils sont labellisés. Donc en fait, on a mis un certain nombre de critères qui devraient décourager les entreprises d'utiliser l'allégation de neutralité carbone. Et que si jamais ils l'utilisent, ça veut vraiment dire qu'ils auront fait le taf à la hauteur du projet de loi. Ça aurait été plus simple de dire on n'utilise pas ce vocable-là parce qu'il est trompeur. Les députés, les sénateurs français ont préféré dire on l'autorise dans certaines conditions très restreintes. Donc normalement ça devrait changer à partir de janvier de l'année prochaine. Donc là en concrètement, France, pas en Belgique. En France, exactement. Donc là il y a une loi qui va
demander aux entreprises multinationales de faire un peu plus attention à ce qu'elles utilisent sur leur packaging en France. C'est quand même dingue. Mais après, ça va venir, au niveau européen, ça va venir, parce qu'il va y avoir une modification de la directive européenne de protection des consommateurs, où l'Europe a clairement dit on veut lutter encore mieux contre le greenwashing et contre toute l'obsolescence prématurée, etc. Parce que ça joue sur beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et donc normalement, ça, une fois que ça sera dans la directive européenne, ça sera décliné dans tous les pays de l'Union européenne. Donc petit à petit, dans les années qui viennent, on viendra vers un durcissement réglementaire des allégations environnementales. Ça sera de plus en plus compliqué pour les entreprises de dire mon produit est écolo. 100% recyclé, 100% à base de produits recyclés, exactement. Zéro émission, l'idée, neutre carbone, net zéro émission. Ouais. L'idée, c'est d'arrêter de faire croire qu'on peut continuer à consommer ces produits et ces services sans impact sur le climat et aussi sur la biodiversité, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu de transparence sur, ok, on fait des efforts, voilà ce qu'on fait, et c'est normal qu'une entreprise les mette en lumière, qu'elle essaie de se différencier de la concurrence sur ces enjeux-là, mais il faut laisser la place aux consommateurs pour qu'ils s'informent, d'où l'importance de l'affichage environnemental global, pour qu'on sache un peu quels sont les impacts environnementaux et sociaux, si on peut, de l'achat de tel produit ou service, de son usage, et que les gens puissent faire la comparaison et qu'ils puissent se dire, ah bah tiens, oui, effectivement, cette marque, elle s'engage réellement et j'ai des éléments de preuve. Au contraire, celle-là, c'est pas clair et j'achète pas ce produit ou ce service. Mais aujourd'hui, on a peu de place, on laisse peu de place au consommateur pour se faire sa propre idée. On a tout le temps tendance à lui dire, vas-y, achète, on va planter un arbre en échange, ou c'est écolo, fais-toi plaisir, continue à prendre ta voiture. C'est ça qui m'intéresse. C'est que moi, j'essaie toujours de parler en moi avant le développement de limites et de mes connaissances exécrables en environnement. Aucun intérêt d'ailleurs, même, j'ai plus envie de dire. Plus d'intérêt sur les enjeux sociétaux que de la biodiversité. Et mon raisonnement aujourd'hui. Et forcément, aujourd'hui, j'ai l'impression de voir le greenwashing partout. D'ailleurs, on va parler de cette grosse partie du greenwashing. Parce que j'ai pris davantage connaissance des problèmes physiques, de la situation du monde vers lequel il va et de tout ce que ça implique, et que j'ai plus envie de me dire, ok, bon bah, on est dans un modèle business capitaliste, néolibéraliste, qui quoi qu'il arrive augmente les gaz à effet de serre, augmente la pollution des sols, augmente les pollutions en général, et qu'on est dans une exponentielle en fait. Plus de produits, plus de marketing, plus de pubs. J'ai jamais été autant touché par la publicité. Avant, je jouais à ma PlayStation tranquille, j'avais pas de pub. Là maintenant, j'ai carrément, quand je joue à FIFA, publicité au bord de terrain, qui sont des publicités virtuelles mais réelles, vraies, où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai cuisine Xina qui se retrouve dans mon truc, tu vois. Je te donne un exemple, je les cite, d'ailleurs je viens de les citer, c'est ça qui est très drôle. Sur YouTube, les gens qui regardent cette vidéo peut-être aussi ont eu des pré-rolls et des machins avant-après. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est de plus en plus soumis, et effectivement ça correspond aux chiffres de consommation qui sont en train de péter tous les records. Pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est greenwashing, mais avant d'aller davantage dans la nuance et d'essayer de creuser ça étape par étape, pour toi, c'est quoi ta définition à toi du greenwashing? Ça, c'est important. Alors, si je me place dans le secteur de la communication, marketing, publicité, le greenwashing, c'est l'utilisation abusive d'un argument écologique. Donc, on va dire par différentes techniques, on va laisser croire qu'un produit ou un service ou que la démarche d'une entreprise est moins impactante qu'elle ne l'est réellement. Donc ça peut être, par exemple, je vais dire qu'un produit est écologique alors qu'en fait il a quand même des impacts, donc il est plus écologique. Je vais utiliser de la verdure, je vais mettre un label qui n'est pas un label officiel, ou je vais dénigrer des comportements qui sont favorables à la transition écologique. Voilà, tout ça c'est le greenwashing sur un plan de la communication. Et à un autre niveau, on a le greenwashing qui critique plutôt le fait qu'on a du mal à changer de modèle économique. Et on accuse de greenwashing des entreprises qui font des choses mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et elles continuent à faire leur business comme avant, elles ne réfléchissent pas vraiment à comment transformer leur business model, voire elles devraient arrêter certains pans de leurs activités, voire toute leur activité. Et donc à partir du moment où ces entreprises-là prennent la parole en disant on fait ceci, on fait cela, c'est pas crédible. Et donc il y a de plus en plus d'acteurs dans le milieu occidental qui disent ça aussi c'est du greenwashing. Voilà. Donc il y a ces deux niveaux-là à bien prendre en compte. C'est intéressant, ça me donne envie d'inventer deux termes, la micro-greenwashing et la macro-greenwashing. Ouais, alors moi j'avais utilisé le terme de greenwashing pour la partie sur la communication parce qu'on a des règles déontologiques, on a le loi, etc. Et au-dessus j'avais appelé ça du méta-greenwashing parce qu'on est à un niveau méta, plutôt un niveau global de modèle de société. Et est-ce qu'une entreprise qui exploite le pétrole aujourd'hui et qui dit qu'elle va faire de plus en plus d'énergie
renouvelables. Est-ce que ça c'est acceptable ou pas? Est-ce que par principe c'est pas du greenwashing parce que ça fait 100 ans de toute façon qu'elle contribue à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Est-ce qu'une banque, par principe, les grandes banques qui financent l'extraction de ces énergies-là, est-ce qu'on peut accepter qu'elles soient responsables ou pas? Donc c'est un peu ces discussions-là qui pour moi, ou un constructeur automobile par exemple, est-ce que... Voilà, donc on est à un niveau méta. Voilà, c'est pour ça que je parlais de greenwashing et méta-greenwashing. Mais au fond, ce qui compte, c'est que le terme de greenwashing est de plus en plus employé, qui se généralise, qu'il y a de plus en plus de citoyens qui disent « Ah, ça c'est du greenwashing, etc. » Et donc il y a une prise de distance par rapport au discours des entreprises. Ce qui est compliqué, c'est quand on se met à la place des entreprises ou à la place des agences ou du conseil. Comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises-là pour leur dire « Ok, on ne peut pas ne pas communiquer ». C'est-à-dire quand vous êtes en train de transformer votre entreprise, quand vous êtes en train de faire des efforts, ça repose sur l'engagement de personnes qui vont y donner de l'énergie, ça va vous coûter de l'argent, etc. Donc il faut valoriser ces personnes-là qui s'engagent parce que sans les forces vives de l'entreprise qui s'engagent, votre entreprise ne peut pas se transformer. Donc on a besoin à minima de communication pour valoriser ces gens-là en interne. Donc elles n'ont d'autre choix que de communiquer. Mais comment le faire quand on est dans une suspicion généralisée ou quand, parce que vous êtes une multinationale, tout de suite vous êtes peu crédible. Voilà, donc il y a tous ces enjeux-là, comment est-ce qu'on communique là-dessus? Et c'est ça moi que je trouve passionnant. Mais c'est drôle parce que forcément moi je suis plus du camp du méta-greenwashing. Ouais. Pour moi, je n'accepte pas quand tu as une compagnie pétrolière qui a sa majorité d'activité dans le pétrole et qui va continuer à aller dans le pétrole, oui. Qui va simplement passer peut-être à 80%, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est Total Energy qui pour 2030, quand même date importante aussi, va continuer à avoir autant de fossiles et 15% de renouvelables, je pense, un truc dans le genre. Et que tu vois que sur les abris de bus, ils disent voilà, notre énergie est verte, notre ci et ça. Ben, alors oui, sans doute qu'il y a des contrats verts qui viennent que de l'éolien, etc. Et puis comme on en parlait aux antennes, voilà, c'est les électrons qui se mélangent, mais que ça favorise les énergies renouvelables et que ce n'est pas du greenwashing à partir du moment où tu signes un contrat de tel type et c'est ce qui arrive. Et que quand tu regardes plus le côté d'un point de vue méta, ça va complètement à l'encontre. Bah alors du coup, moi personnellement, je fonctionne beaucoup en méta et je crois que toute personne à qui on explique un petit peu la problématique mondialisée des limites planétaires se dit, bah, en fait, tout est greenwashing alors. Oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux niveaux-là à adresser. Il ne s'agit pas de dire à l'entreprise, vous pouvez y aller, en l'occurrence Total, de leur dire allez-y, faites votre super campagne, c'est pas du greenwashing au sens de la réglementation, etc. Non, il s'agit de leur dire mais attention, est-ce que vous savez qui vous êtes, est-ce que vous savez comment vous êtes perçu? Et de toute façon, dès que vous allez prendre la parole sur ce sujet-là, avec cette posture-là, vous allez être critiqué et à raison. Bah voilà. Oui, ils ont battu leur record de chiffre d'affaires. Voilà. Exactement. Donc la question, c'est comment est-ce qu'une entreprise comme ça pourrait avoir un discours, une posture beaucoup plus humble en termes de communication et de dire voilà, on a conscience de nos impacts, oui, on fait ceci, on génère aussi de la valeur, voilà comment on la redistribue et qu'elle soit vraiment mieux redistribuée et voilà ce qu'on compte faire pour transformer notre business model. Mais ça serait une autre manière de parler de leur démarche. Parce que ce serait une manière plus authentique, plus humble aussi. Ouais. Et surtout, on sait que la publicité ment, la publicité a toujours beaucoup menti. Le cliché le plus connu d'un mensonge que tout le monde peut vérifier, c'est la taille des burgers en publicité, la taille du burger quand tu vas l'acheter. Que ce soit Quick, McDo, Burger King, tout ce que tu veux. Le mensonge est très omniprésent, forcément avec le greenwashing aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement de se dire, ok les gars, on admet qu'on fout la merde, on admet qu'on fait du n'importe quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se dire qu'à force d'admettre trop leurs erreurs, ils ne vont plus être crédibles? Ah mais ça c'est juste que c'est une posture qui n'est pas entendable pour un très grand nombre d'entreprises. On a formé tous les communicants, les marketeurs, etc. à ne parler que du positif. C'est ça. Donc ça, pour arriver à changer ça, ça va prendre du temps. Et il y a des entreprises, il y a plein d'entreprises qui ne sont pas prêtes du tout. Est-ce qu'il y a des entreprises que tu connais, des entreprises qui réussissent? Il y en a qui commencent à dire sur leur site web, on peut avoir nos limites ou voilà ce qu'on a essayé de faire et voilà ce qu'on n'a pas réussi, ou des arbitrages qu'on peut faire. On a bien conscience qu'il y a cet enjeu-là, mais nous on a préféré faire ça pour telle raison. Donc parce que parfois, c'est culturel et philosophique ça. Oui, c'est pour ça que ça va prendre du temps et que c'est plus facile quand on a une entreprise qui est de taille plus réduite. Et quand on a la direction générale qui est convaincue, qui est engagée, parce qu'elle peut transformer le business model. C'est beaucoup plus compliqué sur les très grandes entreprises et qui en plus ont basé toute leur croissance et toute leur existence sur des process qui sont et sur des ressources qui sont pas en cohérence avec les enjeux. C'est ça, mais il y a cette culture du mensonge aussi, cette culture de chiffres, on arrive à faire gonfler des chiffres, cette culture il faut séduire, il faut plaire, que ce soit aux actionnaires ou que ce soit aux consommateurs. Mais
moi je ne sais pas, je me transpose dans un cas de figure où j'ai une publicité de Coca-Cola qui est honnête et qui est assumée par Coca-Cola, où ils montrent les dégâts de leur plastique, ils montrent tous leurs trucs, ça met une claque, mais j'aurais tellement de respect le jour où Coca-Cola fait ça, tellement de respect que je serais même moi peut-être à ce moment-là, s'ils disent voilà les gars, on est très honnête avec vous, on le fait, mais est-ce que ça rentre pas du coup en confrontation avec d'autres principes déontologiques de la publicité? Moi, je pense que surtout le gros problème, c'est que s'il n'y a pas d'abord la transformation du business model de l'entreprise, cette campagne-là sera jugée comme du greenwashing aussi, parce qu'on va vous dire, vous vous moquez de nous, en fait. Vous dites ça, mais si vous changez rien, c'est bien beau d'avoir conscience de ça. Voilà, il faut qu'il y ait un changement drastique, etc. Voilà, s'il y a un changement, oui. Après, non, je pense pas que ça soit répréhensible du point de vue de la publicité, parce que on a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où on ne dénigre pas, etc. Sûr, oui. Mais non, ce discours de transparence, il pourrait être. Mais c'est aussi une question de posture, c'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin à chaque fois communiquer, c'est pas faire forcément une grande campagne de communication. C'est-à-dire qu'on peut communiquer sur le long terme, on peut avoir des éléments, par exemple, on peut avoir un site web sur le développement durable et qui permet de renvoyer les gens, mais on ne fait pas une campagne pour dire ça y est, on a sorti un super site web sur le développement durable. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment une question de posture et de dire à quel public est-ce que je m'adresse, quel est leur niveau de sensibilité au sujet des enjeux écologiques, quelles sont leurs attentes et leur maîtrise de ces enjeux et puis de leurs attentes par rapport à la marque, et qu'est-ce que je leur donne comme info avec différents niveaux de compréhension, d'expertise. On est quand même sur des sujets qui sont de plus en plus scientifiques. Quand on fait un bilan carbone, quand on fait une analyse cycle de vie, quand on a une approche d'empreinte environnementale des produits et des services, c'est super compliqué tout ça. Donc comment est-ce qu'on arrive à traduire tout ça? Donc ça, c'est aussi un autre enjeu. Et c'est aussi montrer au public qu'on a conscience qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on a conscience qu'il y a des approximations, voilà. Et ça, c'est vraiment une question de posture. Et on a clairement des grandes marques de l'agroalimentaire, de la banque, de l'énergie, qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Alors, maintenant, c'est intéressant parce que je reviens de nouveau à ce principe de méta-greenwashing et de greenwashing tout court. Quand toi, tu es un consommateur, et que tu te dis, tu vas dans un bête Carrefour, Leclerc, tout ce que tu veux, comme en Belgique, et que tu te balades entre les rayons, on te montre quand même, tout a été très virtualisé, etc. Est-ce qu'il y a une instance, un site internet, une app, qui permet de vérifier en temps réel, genre pendant que je fais mes courses, on peut vérifier maintenant le Nutri-Score, on peut vérifier l'Eco-Score aussi, hop, tu scannes et ça te donne l'impact environnemental, etc. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui permet genre de se dire, tu sais quoi, je vais scanner ce truc-là, parce qu'ils sont en train de faire une belle cover, je sais pas, moi Dash par exemple, Ariel, ultra éco-responsable, qui commence de plus en plus à faire du vert, et qui permet clairement d'avoir une définition d'un point de vue justement micro, donc de greenwashing direct par rapport aux lois, et puis d'un point de vue plus environnemental, enjeu de société. Est-ce qu'on a quelque chose qui permet de... Parce que c'est très difficile pour le commun des mortels, monsieur et madame tout le monde, de faire la différence, en fait, de se dire, ok, c'est vraiment éco-responsable, c'est pas éco-responsable, c'est très difficile. Donc ça n'existe pas et ça serait compliqué à faire parce que le packaging, il peut changer régulièrement, etc. Moi, ce que je trouve vraiment important, c'est qu'on ait davantage d'informations environnementales et sociales sur les produits. Donc on a le Nutri-Score, on voit bien que le Nutri-Score, c'est pas encore généralisé. Et ça, c'est un outil qui permet quand même au public, même s'il n'y connaît rien en nutrition, de se dire « Ah bah tiens, celui-là il est vert, celui-là il est orange, il vaut mieux que je prenne le vert », si le prix est à peu près le même. Donc l'idée c'est qu'on ait aussi l'éco-score partout, mais l'éco-score pour l'instant c'est pas du tout généralisé. Le jour où l'éco-score est généralisé… C'est à vous qui a développé l'éco-score. Oui, en tout cas il y a aussi des démarches européennes, hein, parce que ça doit être développé selon des référentiels assez stricts, etc. C'est comme tous les labels, agriculture biologique, l'écolabel européen, etc. Ça c'est des labels de référence, c'est-à-dire quelque part le consommateur il devrait faire abstraction de ce qui est marqué sur le paquet et regarder les labels officiels. La difficulté, c'est que donc on a des labels qui ne sont pas forcément clairs ou qui ont été un logo qui a été défini par l'entreprise et qui n'est pas un logo officiel. On va vous mettre agriculture responsable, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'agriculture biologique. Voilà. Donc ça, le public ne peut pas faire la différence. Et donc c'est vraiment connaître les labels, quelques labels qui sont de référence et se dire bah, ce produit-là, ok, je sais qu'il a été vérifié par un tiers. La petite fleur européenne, par exemple, l'écolabel européen. Là, je sais qu'il y a un cahier des charges qui me garantit le moindre impact environnemental du produit. Ça fait beaucoup d'informations pour le Oui, alors c'est pour ça que l'affichage permet ça. Vous avez une couleur, c'est vert, orange, rouge, pour la partie nutrition, pour la partie impact environnemental. J'espère que demain, on aura la question aussi sur la partie sociale. Il y a aussi la question de la provenance. Vous pouvez avoir un produit qui est vert, mais s'il vient de l'autre bout du monde, vous avez d'autres impacts. Qui mange du bio, donc, qui vient du Brésil. C'est ça, et qui n'est pas de saison, et voilà. Donc il y a aussi ces enjeux-là, donc ça commence à être complexe. Mais ton packaging va avoir que des labels à un moment donné.
Oui, et puis après, on pourra peut-être avoir un label qui unifie tout ça, quoi. C'est ça. Voilà. Donc ça, on va y venir. Et il faut que... Enfin, c'est intéressant, c'est que le public se forme aussi et soit sensibilisé à ces sujets-là. Qui décide de mettre, par exemple, l'éco-score qui décide d'imposer l'éco-score sur une boîte d'un produit Nestlé? Ça pourrait être un pays... Alors, sur le produit Nestlé, c'est Nestlé, mais qui peut le faire parce qu'il est obligé par la réglementation du pays de diffusion ou l'Union européenne, par exemple. Non, pour l'instant, on voit, enfin, en tout cas en France, par exemple, le Nutri-Score n'est pas obligatoire pour tout. Alors, par exemple, ce qu'il y a eu en France récemment avec la loi climat, il y a eu l'obligation de l'affichage de l'équivalent de l'affichage de l'étiquette énergie pour les voitures. Ouais. Donc, avant, on affichait 95 grammes de CO2 par kilomètre. Maintenant, on est obligé de mettre ça dans une étiquette énergie en mettant, là c'est plutôt orange, voilà, on n'est pas vert, on n'est pas rouge, on est orange. Donc ça, la loi oblige les constructeurs à calculer et à diffuser. Et c'est ça, je rebondis vite là-dessus, quand tu sais comment Volkswagen a réussi à mentir sur leur émission, et qu'ils ont menti à des millions de personnes et à des millions de consommateurs, et que finalement on continue à acheter autant de Volkswagen. Oui, ils n'ont pas changé, leur image n'a pas changé. Exactement. En sachant qu'eux ont été grillés. Que ça se trouve, tous les Il y en avait d'autres qui ont été accusés, qui ont été condamnés aussi. Voilà, parce qu'ils avaient les mêmes technos et tout ça. Ouais. Exactement, mais donc ça devient aujourd'hui. Comme je t'en parlais il y a quelques minutes, aujourd'hui ce qui compte c'est les chiffres, on peut faire mentir les chiffres. Donc si tu veux avoir ton truc qui te permet d'avoir un verre, etc., qu'est-ce qui empêche que ce soit fait dans des conditions laboratoires qui ne sont pas les mêmes conditions in vivo, in vitro, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pour ça que c'est une méthode de calcul et c'est un référentiel sur, on va te demander, il faut calculer ceci, cela de telle manière, et il faut que ce référentiel-là, il soit conçu par une autorité indépendante dans un processus d'ouverture, donc avec notamment des ONG, etc., pour pouvoir contrôler ce qui est fait. Et ensuite, il faut vraiment un contrôle sur place, sur site, pour vérifier que ce que tu as dit que tu faisais, tu le fais bien. Donc un label en soi, il a du poids, il est valable que si il est conçu dans de bonnes conditions, qu'il est mis à jour régulièrement et qu'il y a des contrôles des entreprises. Mais maintenant, de nouveau, ça ne fait pas tout le café, ce truc-là, parce que forcément, tu as beau avoir une voiture écologique avec une efficacité énergétique. Il y a l'usage derrière. Il y a l'usage derrière, et puis il y a combien t'en vends? Si tu vends une voiture qui a une capacité énergétique, d'un point de vue environnemental, c'est désastreux, mais que t'en vends une, mais que l'autre qui est plutôt positive, la publicité, tout le monde l'a vu, waouh, cette voiture elle est incroyable, et tu as la France entière qui se rue sur cette voiture, en tout cas que les ventes font 200%. Je te donne un petit exemple. À ce moment-là, de nouveau, on a un problème d'effet rebond. Alors en fait, il y a deux enjeux. Il y a l'usage. C'est pas parce que j'achète un produit, si on prend le Nutri-Score, d'accord, c'est pas parce que j'achète un produit qui est A, si j'en mange 3 fois trop, ça va quand même être mauvais pour ma santé. D'accord? Par contre, je peux acheter un produit qui est D ou E, typiquement du beurre, mais si j'en mange très peu, ça n'aura pas un impact négatif sur ma santé. Donc l'usage est important, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de dire « vous voyez, ce produit, il est là, faites-vous plaisir, il est A, faites-vous plaisir ». Non, c'est ce produit, il est A, ça veut dire qu'il est mieux disant que d'autres produits, et ça a été démontré et prouvé, c'est une valeur qui est fiable. Par contre, vous avez votre responsabilité dans l'usage et dans la fin de vie. D'accord? Donc ça veut dire des campagnes, informer, comment est-ce qu'on accompagne les gens à changer leur comportement, comment est-ce qu'on favorise la récupération, le recyclage, la deuxième vie, etc. Tu vois? Et après, il y a une autre chose qui est, on revient au business model de l'entreprise. Si l'entreprise, son business model, c'est vendre toujours plus de voitures, même si elle pollue un peu moins, c'est problématique parce qu'on est toujours dans un modèle de succès qui est en volume. Donc l'entreprise qui est vraiment consciente des enjeux et qui veut faire sa part, elle va commencer à se dire ok, en fait, vendre comme ça des voitures à l'unité, c'est pas la solution. Même si j'encourage à côté à prendre le vélo, etc., je continue à vendre des bagnoles. Donc, je vais me poser la question de soit la complémentarité entre les modes de travail, soit l'autopartage, soit le leasing de courte durée quand je pars en vacances. Donc, tu vois, c'est réfléchir à d'autres manières de faire mon business. Mais c'est accepter simplement aussi qu'il y ait une diminution de ton chiffre. Exact, ça veut dire ça. Ça fait frémir. Ah oui, et puis la France et la Belgique, c'est pareil, on n'a pas envie d'avoir des centaines et des milliers de chômeurs en plus. Exactement. On est content que les gens... Donc là, on a un besoin de rôle de l'État et de l'Union européenne pour planifier cette transition écologique. On sait de manière volontaire ou contrainte, on a des métiers, on a des secteurs d'activité qui vont péricliter et on en a d'autres qui doivent se développer. Donc par exemple, on doit fabriquer moins de voitures. Donc il y aura moins de mécaniciens. Exactement, puisque c'est toute la chaîne aussi, c'est l'entretien, les garages auto qui réparent, etc. À côté de ça, on a besoin de cultiver beaucoup plus proche de nous, et là on a besoin de main-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, on va pouvoir leur demander de faire ce métier-là, mais en tout cas, on peut y réfléchir. Ça c'est en planifiant. On va avoir des pertes d'emplois et on va avoir des créations d'emplois. Non, il n'y a pas de planification. Et donc c'est ça qui est quand même horrible. Je donne un exemple, je t'ai dit que j'allais dans les écoles, je fais beaucoup d'écoles professionnelles et ils apprennent tous le métier de mécanicien
dans aucune école que j'ai pu faire en Wallonie et à Bruxelles, apprennent le métier de la mécanique des voitures électriques, par exemple. Et parce qu'en plus, c'est pas le même métier. C'est-à-dire qu'un moteur, un moteur électrique, il n'y a rien qui bouge dedans. Bruxelles, on donc vous n'avez pas besoin de réparer. Les voitures à essence fossile, on les arrête en 2030. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces mécaniciens? Eh ben, c'est pas pensé. Et donc on les empêche dans la rue, exactement. Et donc on les empêche aussi de se dire, de penser l'avenir, de se dire qu'est-ce que je peux faire de mon futur. Les réparateurs de vélos, par exemple, on n'a jamais vendu autant de, mais on manque. On aurait besoin d'ateliers partout et de trucs gratuits qui soient payés par la collectivité ou par les employeurs, etc. C'est ouf l'exemple que tu viens de donner. J'ai été loué un tandem il n'y a pas longtemps. Je l'ai ramené et ils faisaient tous des gueules. Je dis, ça va les gars, vous allez bien? Oh, on a trop de taf. Oui, ils s'en sortent pas. Et puis alors du coup je dis bon, c'est plutôt bien. Est-ce que je peux avoir un vélo cargo? Ouais, allez voir à l'autre truc de location, c'est la même boîte, c'est un peu plus loin, Gare du Midi. Je vais à la Gare du Midi, j'y vais, même gueule, ils sont comme ça. Je fais ça va les gars, on est dépassés. En fait, rien n'est préparé. Mais non, c'est ça. Alors que le vélo est en train d'exploser actuellement dans les villes. Et tu vois ces gens-là qui partent en burn-out ou qui sont en mode on est dépassés, on ne sait pas quoi faire. Mais c'est ça qui est ouf. Et donc là, il faut encourager tout ça. Et donc ça passe par les infrastructures, c'est la base. Avoir des pistes cyclables, pouvoir se garer, avoir des gares sécurisées pour pas qu'on nous pique le vélo dès qu'on le pose, parce que ça aussi, ça freine l'usage. Et puis ça veut dire tout l'écosystème qui va avec. Il faut fabriquer, si possible localement et dans de bonnes conditions, etc. Et puis il faut réparer, il faut entretenir, il faut travailler la seconde vie, il faut faire des offres de location quand on a les enfants qui grandissent parce qu'ils vont changer de taille de vélo. Donc on a tout un écosystème à prévoir. Donc ça se planifie. Et le problème, c'est que cette planification-là, elle se fait à 20 à 30 ans. Et à côté de ça, on a des politiques qui sont élues pour quoi? 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et ils n'ont pas envie de travailler là-dessus. Et on a des problématiques climatiques et environnementales qui ont des impacts déjà extrêmement conséquents aujourd'hui et dont il faut déjà infléchir toutes les courbes aujourd'hui le plus vite possible. Et c'est un peu cette lenteur et cette inertie qui est très 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 lente, justement qui tirer le frein à main, tu n'en as des effets comme 10 ans, 20 ans, et c'est ça qui est un petit peu... Et le greenwashing contribue à ça. Le greenwashing empêche de tirer sur le frein à main, comme tu dis, et de se poser et de se dire attendez, il faut qu'on change le système et on va mettre tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, on a des alertes, je veux dire, la crise, la guerre en Ukraine, c'est une alerte majeure. Qu'est-ce qu'on fait avec le gaz et le pétrole russe? On devrait se poser et se dire ok, c'est sobriété pour tout le monde, où est-ce qu'on peut gagner, qui peut faire des économies, qui est-ce qu'il faut qu'on aide, parce qu'il y a aussi la question de la justice sociale. Il y a des gens, ils ont besoin, ils sont déjà en précarité énergétique. Alors si en plus on leur dit ça va coûter 30% plus cher, c'est même pas la peine. Donc il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut mettre en œuvre, et il faut y aller collectivement, et même si ça prend 30 ans, à un moment donné on se dit voilà, on change les choses. Et le greenwashing, le problème c'est que ça continue à nous faire croire qu'on peut continuer dans notre société de consommation, de toujours plus de biens, plus de confort, plus de loisirs. Et c'est ça qui est délétère en fait. Ça empêche la prise de conscience. Et en plus de ça, ça empêche les entreprises qui s'engagent réellement, qui cherchent à proposer de nouveaux services ou de nouveaux produits. Donc elles se transforment et elles cherchent à embarquer avec elles leurs clients, leurs consommateurs. Celles-là, elles n'arrivent pas à se différencier. Donc en gros, c'est doublement néfaste. Alors regarde, toi, tu travailles avec des médias aussi. Ces médias-là vivent intégralement, quasiment, en tout cas les médias qui sont privés, vivent intégralement de la publicité. J'ai quitté ce monde du privé. Le monde du service public est aussi impacté par des baisses, forcément, c'est des rendements économiques qui arrivent, tu as autant d'argent qui rentre. Même si tu as un service public et tu as l'argent du contribuable plus l'argent de la publicité, tu enlèves la publicité. Si ton régime fonctionne sur les deux, à un moment donné, tu es en carence et forcément tu vas devoir virer des gens et c'est très très grave. Mais parler d'effondrement de biodiversité, parler de pollution des sols, de l'air, des eaux, parler de pollution plastique, parler de changement climatique et de boucle de rétroaction et de justice sociale demande d'avoir forcément une liberté éditoriale totale. Comment est-ce qu'un média privé qui a vraiment un rôle important à jouer dans le fait d'élever les consciences peut le faire en sachant qu'il va faire la promotion. En fait, ce qu'elle va dire, c'est concrètement arrêtez de consommer ce de quoi nous on vit le média et ce qu'on vous balance à longueur entre journal télévisé, entre la météo, entre les programmes télévisés de l'après-midi, tout ce que tu veux, et le plus grand film du soir qu'on va diffuser, et ton télécrochet ou tout ce que tu veux, qu'on te balance des publicités qui déjà sont méta-greenwashing. Comment ça fonctionne alors du coup? Et quand tu vas parler avec ces gens-là, est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils se disent bon ben nous en tant que grands médias, ce qu'on va faire c'est imposer aussi une mesure de contrôle que n'importe qui ne fasse pas sa publicité chez nous? Est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils se disent non c'est bon, il y a un organe de vérification qui s'occupe déjà de ça, c'est pas à nous, TF1, Canal, France Télévisions, tout ce que tu veux, de devoir dire aux annonceurs, aux régies publicitaires ça on veut plus, ça on veut plus, ça on veut plus?
Alors, si on met de côté les médias qui se sont créés, que ce soit il y a 20 ans ou il y a 1 an, et qui sont engagés par nature, et qui, eux, refusent la publicité, etc. Donc ceux-là, on les met de côté parce que c'est très spécifique, d'accord? La majorité des médias aujourd'hui, effectivement, dépendent quasi exclusivement de la publicité. Il y en a certains qui ont quand même plus d'abonnés que d'autres. Il y en a qui arrivent à avoir un modèle partagé entre un 100% modèle économique basé sur la publicité et peut-être 60% ou 40% basé sur la publicité. Donc c'est vrai que ceux qui ont déjà d'autres sources de revenus, ils ont plus de marge de manœuvre. D'accord ? Ceux qui sont quasi intégralement sur la publicité comme revenu, là c'est compliqué. Voilà. Donc là on est sur la première étape pour ces médias-là qui est de dire, ok, prise de conscience. Est-ce que vous avez bien conscience des enjeux, de la répartition de la responsabilité sur le secteur de la pub par exemple, et de votre rôle en tant que média, en tant que grand média, etc. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur cette question de l'indépendance de l'information par rapport au programme et par rapport à la publicité. Mais là c'est encore plus critique avec les enjeux écologiques. Donc c'est sûr qu'ils doivent se remettre en question. Là aussi, ça va prendre du temps et on est plutôt dans la phase où on se dit ok, déjà on prend conscience des enjeux, du problème, on identifie des leviers sur lesquels on peut agir, par exemple proposer des écrans spécifiques pour des annonceurs qui proposent des produits qui sont mieux-disants et pour lesquels on a des labels qui sont effectivement de qualité et auxquels on peut faire confiance. Ça peut être faire davantage de publicité pour des causes ou avec du reversement à des ONG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore un tel décalage entre les messages qui nous donnent envie d'acheter et les messages qui nous expliquent qu'il y a un enjeu écologique que l'un écrase l'autre. Donc les chaînes peuvent aussi participer à faire monter ce deuxième message-là. Parce que ça, on n'y est absolument pas. La publicité, ça coûte très cher à annoncer. Nous, après, mettons limite demain, on veut faire un post. Voilà, j'ai mon pote Réa qui est juste ici derrière, il peut très rapidement me faire une publicité de 30 secondes qui vante les mérites de Limite. On est une association sans but lucratif, on ne fait pas de publicité, on reçoit des dons, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vais voir les régies pub en disant voilà, c'est pour la bonne cause, c'est important. Ils vont me dire écoute, tous nos créneaux sont occupés par des trucs qui coûtent 30 000 balles, entre 10 000 et 30 000 euros la diffusion. Nous, on peut strictement rien faire. Tu dois rentrer dans ce postulat-là. Donc là, on commence à avoir des offres de publicité solidaire où il y a des créneaux qui sont ouverts gracieusement à certaines ONG. Avec, par exemple, ça a été fait à la radio en France, avec un appel à candidature. Les ONG déposent des dossiers, il y a un jury qui sélectionne et ces dossiers-là bénéficient d'une campagne de publicité qui est gracieuse. Donc ça se fait, ça va se généraliser. Un autre levier, ça pourrait être de dire, sur toutes les régies, pour toute campagne de publicité qui est diffusée, on ponctionne une partie pour permettre de financer des campagnes d'intérêt général. Donc ça serait aussi une possibilité. Et puis plus fondamentalement, il faut quand même questionner la place de la publicité. Est-ce qu'on ne peut pas avoir moins de publicité, mais qu'on vendrait plus cher ? C'est comme on va acheter un vêtement qui est fait dans de meilleures conditions, avec de meilleurs matériaux, et je vais le payer plus cher parce que je redistribue mieux la valeur et j'ai moins d'impact sur l'environnement et la société. En échange, quelque part, j'en achète pas 10 par an, mais j'en achète 2 et ça me suffit. Donc moi, en tant que consommateur, pour mes vêtements, je suis capable de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose pour la pub ? J'ai moins d'annonceurs, j'ai moins de pubs, mais ils payent plus cher pour accéder et quelque part, la publicité aura plus d'impact. Donc, mais ça, c'est un changement de perspective qui est difficile parce qu'il y a la pression économique derrière, parce que voilà. Et donc ça, c'est dur parce qu'on est dans la transformation d'un modèle d'entreprise. Et c'est complexe. Mais je pense que les efforts qui sont faits aujourd'hui dans certaines régies pour prendre conscience des enjeux, c'est aussi arrêter de faire croire qu'on peut avoir une publicité qui est green, qu'on peut compenser les écrans publicitaires, Donc ça sert aussi à ça, la formation et la sensibilisation, c'est de leur dire, attendez, arrêtez de raconter n'importe quoi, prenez vraiment conscience des enjeux, vous avez des choses à changer parce que vous êtes une entreprise comme les autres, mais en plus vous êtes média, vous diffusez des messages publicitaires, donc il faut avancer, quoi. Voilà, ça va prendre du temps, c'est sûr. Et il faut aussi une name and shame, tu penses ? Oui, il faut du name and shame et il faut de la régulation. C'est-à-dire que c'est aussi du rôle de l'État, comme on l'a fait pour le tabac et l'alcool, de dire on ne peut plus faire de la publicité sur l'avion. Voilà. Sauf dans certaines conditions particulières où, je ne sais pas, voilà. Mais il y aurait certainement, ou pour les SUV, est-ce qu'on a besoin de continuer à vendre des véhicules qui sont plus polluants, plus dangereux pour les gens qui sont à l'intérieur, qui sont plus dangereux pour les publics à l'extérieur et qui coûtent plus cher ? Ça ne sert qu'à enrichir les constructeurs et ça rend service à personne en fait. On devrait aller vers des véhicules qui sont plus petits, qui sont plus économes en énergie et pas sur toujours des véhicules plus gros.
quand bien même il serait électrifié, quoi. Voilà. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que tu donnes beaucoup les choses avec la vision française, qui est quand même une vision qui est très avancée à l'échelle mondiale, hein, même si ça gueule beaucoup contre Macron et que ça gueule beaucoup en interne contre Pouyanné, Total Energy et les BNP. La France est quand même très avancée au niveau des idées, au niveau des mises en place. L'Europe aussi. Mais quand tu es dans un système où tu vois bien que les deux grandes puissances, c'est États-Unis-Chine, et la Chine a complètement adopté cette méthodologie néolibérale et capitaliste et de marketing et de publicité, ce sont eux les deux locomotives qui font exactement l'opposé. Oui, puis on peut rajouter les plateformes aussi. Dans la publicité, ce dont on n'a pas parlé, c'est les grosses plateformes américaines, Google, Facebook, les GAFAM, voilà. Où celle-là, si toi tu régules ce qui se passe au niveau des régies européennes, si tu ne peux pas réguler de la même manière comment circule l'argent, etc. Ça, voilà. Et donc en fait, si et c'est un peu le discours de, comme on disait tout à l'heure, si moi je prends pas l'avion, quelqu'un va prendre ma place dans l'avion, et au final ça va rien changer. Il y a plein d'acteurs qui disent, mais si moi je baisse le volume publicitaire, les annonceurs ils vont investir encore plus dans Google, dans Facebook, etc. Et là, on n'a aucun contrôle de ce qui se passe. Et en plus, il y a des questions sur les impôts et tout. Voilà. Il doit y avoir des lois européennes qui font des contrats. Oui, mais quand j'espère. Voilà. Mais quand il y a des menaces, je pense que eux, de l'autre côté, ils disent bon, pas de problème, vous avez qu'à fermer Facebook ou Meta, tout ce que tu veux à l'Europe. Je doute, c'est quand même beaucoup de trucs, c'est quand même trop important. On est quand même un gros marché. Je ne pense pas qu'ils vont fermer comme ça et partir du jour au lendemain. Mais solidariser et dire ok, on fait Meta Europe qui dépend des lois européennes. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que sur les règles déontologiques dont je parlais au début, il y a une instance en France qui s'appelle l'Autorité de régulation professionnelle de publicité qui a défini ces règles-là, notamment sur le développement durable. Mais il y en a d'autres, sur l'image et le respect de la personne humaine, par exemple. Le fait qu'on ne puisse pas mettre une femme toute nue pour vendre à partir du moment où voilà. Éventuellement, un shampoing est sous la douche, donc tu pourrais apercevoir un peu de peau nue, mais si c'est pour vendre une voiture, ça n'a rien à voir là. Voilà. Donc tu vois, ça sert à cadrer ça. Ces règles-là, par exemple, l'avis de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, il est obligatoire que quand il diffuse un spot à la télé. Il n'est pas obligatoire quand tu diffuses en presse, en affichage, sur Internet, à la radio. C'est pas logique. Il y a des règles qui ne sont pas appliquées de la même manière, quoi. Voilà. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Et le name and shame, pour revenir sur ta question, c'est vraiment important parce que ça permet de montrer aux entreprises que les citoyens ne se laissent pas faire, que les ONG ne se laissent pas faire, qu'il y a des problèmes. Donc c'est pointer du doigt certains problèmes. Et si les critiques sont de plus en plus fortes, l'enjeu de notoriété aura quand même du poids. Et on voit aujourd'hui des entreprises qui se disent « Ok, ça tacle quand même dans tous les sens, je vais y aller prudemment, je vais déjà faire vérifier ma campagne à l'autorité de régulation publicitaire ou je vais m'entretenir avec des conseillers comme moi ou avec des ONG pour être sûr que mon message va être bien compris avant de prendre la parole. » Donc on a des entreprises qui sont sensibles à ça. Est-ce que ce sera éventuellement possible que dans un avenir proche, parce qu'on voit souvent, alors je sais qu'en France, quand je regarde la télévision française, il y a énormément de mentions dans les radios, genre il y a une publicité qui passe et il y a un message très rapide, très court qui arrive. Oui, sous condition de 2 jours d'abonnement et n'oubliez pas de manger 5 fois une légumes par jour. Voilà. Nous, en Belgique, on n'a pas ça. On a une pub qui nous envoie une bonne connerie dans la gueule en radio. On n'a pas de... Il n'y a pas de mention. Très rarement, mais ça n'existe quasiment jamais où c'est dans la voix qui dit, qui donne la petite mention en mode à consommer de préférence dans les 30 jours. Par exemple. Alors que chez vous, on sent vraiment qu'il y a 2 blocs différents, il y a le bloc qui est mis en... Beaucoup de choses sont dites en peu de temps. Beaucoup en France aussi, il y a des banderoles en bas qui précisent beaucoup d'infos. Nous, en Belgique, on a beaucoup moins ça. Et je me pose une question, est-ce qu'il commence à y avoir une discussion pour qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde une publicité qui clairement a du greenwashing ou du macro-greenwashing, ou en tout cas qui, d'ailleurs, normalement elle ne devrait pas être là, mais qui est délétère, qui est très mauvaise pour l'environnement, la planète, la biodiversité, qu'à un moment donné, on est carrément ce type de produit peut amener, favorise, tu vois ce que je veux dire un petit peu ? Alors, c'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, cette opération de démocratie. Complètement éclatée par... Exactement, mais dans les propositions, il y avait mettre une mention sur les publicités pour les produits les plus impactants. Donc c'est finalement ce qui a été décidé pour les publicités automobiles. Depuis 2 mois en France, quand tu as une publicité automobile, en bas tu as un bandeau qui dit se déplacer moins pollué et qui dit pour les trajets courts, préférez la marche à la voiture ou privilégier le covoiturage ou privilégier les transports en commun. Voilà. Donc ça c'est typiquement quelque chose qui est affiché sur une publicité d'automobile. Moi je suis partagé sur l'efficacité de ces messages-là parce que déjà on a 2 éléments qui pourraient être contradictoires et donc on ne sait pas quoi croire. Deuxièmement, se déplacer moins pollué. Oui, mais attends, je retourne vite sur ton premièrement, excuse-moi d'attendre, mais quand on met une belle publicité
Avec une belle musique, avec une voiture qui roule en on va pas faire attention à ce qu'il y a dessous. Hein. Qu'est-ce que tu fais gaffe à ça? Et non, puis tu es tellement subjugué par l'image que le truc, voilà. Ça. Et puis il y a même des, puisque c'est déjà le cas sur manger 5 fruits et légumes par jour, manger bouger, c'est déjà le cas. Il y a des études qui ont montré que les gens avaient l'impression que le produit dont on faisait la publicité, il répondait à ces critères-là. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on met des informations contradictoires sur une publicité. Donc ça arrive. Donc moi je pense que c'est pas suffisant et ça va même perturber les choses, voire même renforcer le message comme quoi l'automobile en question, elle serait bonne pour la planète, entre guillemets. Donc moi je pense que ça fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est moins de pubs, ou alors ce qu'il faut, c'est un affichage, une étiquette énergie. Ben voilà, ton véhicule il est C, ben c'est marqué orange, et les gens comprennent que c'est orange, c'est moins bien que A, quoi. Voilà. Donc moi je suis plus pour un affichage environnemental, par contre multicritères et cycle de vie complet. Parce que là, on n'est que sur en phase de roulage. C'est ça, donc on a un véhicule électrique qui est A. Ça dit à tout le monde que c'est bon d'avoir un véhicule électrique. Zéro émission, tout ça. Ouais. C'est bien pour la qualité de l'air milieu local, c'est important qu'on fasse ce switch-là, mais c'est pas pour ça qu'une voiture électrique, elle n'a pas d'impact. Elle a d'énormes autres impacts et on ne pourra pas demander à tout le monde d'avoir une voiture électrique. On ne pourra pas les construire, on n'aura pas assez de matière et puis ça coûte une blinde. Donc il y a des tas de gens qui ne peuvent pas. C'est ça, parce que la croyance, c'est tout le monde a remplacé son parc automobile par l'électrique. On nous dit que l'électrification, c'est la solution. Et c'est un problème, ça, c'est qu'on a, là c'est plutôt en termes de communication, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution. C'est selon notre contexte, là où on habite, la composition de notre foyer, nos revenus, nos besoins de mobilité, ben on va avoir parfois, oui, le véhicule électrique ça peut être pertinent, mais parfois ça pourrait être un véhicule thermique, hein, si je dois transporter des charges, que je suis agriculteur, que je suis, voilà, ou que je suis artisan par exemple. C'est compliqué, peut-être que le véhicule thermique sera plus pertinent pour ces métiers-là. Et à côté de ça, quelle est la place des transports alternatifs, des transports en commun, voilà, donc c'est aussi toute la question des infrastructures. On ne peut pas juste dire il suffit de passer à l'électrique et dans quelques temps on nous dira il suffit de passer à l'hydrogène pour qu'il n'y ait plus de problème. Mathieu, voilà. Oui. Excuse-moi, c'est génial et tu vois, tu as donné tellement de solutions, de pistes, de clés durant cette longue conversation. Je me dis si tu devais résumer en quelques points un conseil maintenant aux jeunes générations qui regardent cette vidéo, eux-mêmes les moins jeunes, et qui forcément, peut-être sont néophytes dans les questions de greenwashing et se retrouvent là-dedans. C'est par quoi tu commences quand tu sais déjà que tu as ce concept de greenwashing et de méta-greenwashing. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui se dit « Merde, je suis perdu là-dedans » Déjà, ne pas prendre pour argent comptant ce qui est marqué sur le packaging, sur une publicité, etc. De comprendre que tout ça, c'est fait pour nous donner une très bonne image du produit, du service. Si jamais on tombe sur des arguments qui nous expliquent en quoi il y a des limites ou en quoi il y a des difficultés à rencontrer, là ça peut nous donner un peu plus confiance. Et puis c'est se baser sur les labels et se renseigner. Ça veut dire que quand on a le temps, ça veut dire utiliser une application ou aller sur le site web et regarder vraiment ce qu'il y a derrière les arguments pour comprendre. Voilà. Mais il y a certains labels quand même qui sont de référence ou de l'affichage environnemental, voilà, un éco-score. Ça c'est quand même des éléments qui sont indépendants quelque part de ce que peut faire ou peut dire l'entreprise et je pense qu'on peut leur accorder ce crédit-là. Merci Mathieu pour cette sympathique conversation. On a eu l'occasion de parler de plein de choses et justement, tu fais partie des personnes qui ont développé justement la fresque de la publicité. Eh ben, ça m'intéresserait qu'on la teste ensemble et qu'on mettra peut-être derrière cette vidéo ou que alors peut-être que j'invite les gens à regarder dans une partie 2 de notre conversation qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu peux rapidement pour nous teaser la fresque de la publicité, ça fonctionne comment, c'est quoi? C'est le même principe que les autres fresques, la fresque du climat, de la biodiversité, des océans. L'idée c'est de faire prendre conscience aux acteurs de la filière publicité ou des autres filières, n'importe qui, des impacts associés à la conception, à la diffusion d'une publicité. Donc en gros, c'est les impacts de la filière publicité à travers un jeu de cartes. Super, on y joue? C'est parti. Allez, let's go. Salut tout le monde, voilà, deuxième partie de la vidéo tout de suite où on aborde avec Mathieu Janich, ici avec nous, la question de la publicité, à quel niveau c'est de la merde. Et ben, déjà, je précise que on a déjà pas mal avancé, histoire, parce qu'une fresque ça prend du temps, on est bien d'accord, hein, et qu'on a déjà pas mal avancé sur quelques idées, quelques notions. Donc moi je vois par exemple ici que tu as mis les annonceurs, donc les annonceurs, Coca-Cola, Microsoft, Adidas, toutes les entreprises. Voilà, qu'est-ce que je porte, Levi's, je porte des chaussures Levi's, voilà, toutes les entreprises au monde, Samsung, tout ce que vous voulez, forcément ils sont ici. Et ils ont différents impacts. Alors, bon, moi, je vois que tu as mis, par exemple, on a mis la carte marketing communication. Donc, ils passent par des boîtes, des agences, c'est ça? C'est ça. Et déjà, ils veulent faire une pub qui peut être diffusée selon plein de supports différents. Ouais, je vois la presse, la radio, la télévision. L'objectif étant de toucher le consommateur. Ok. Voilà. Et là, on va voir un petit peu les différentes cartes impact
Par exemple, on a commencé par l'exploitation des matières premières. Pour fabriquer ces supports-là, on a besoin de matières premières. Quand tu parles des supports, tu parles par exemple la télévision. La télévision, voilà. Donc la matière qui la compose. Exactement. Et après, on aura aussi l'énergie qu'on utilise pour la faire fonctionner. Exactement. Voilà. Donc tout ça, c'est l'exploitation des matières premières. Tu comptes là-dedans aussi les énergies fossiles qui ont permis de fabriquer la fameuse télévision en question. Hein. Et là, c'est à double niveau. C'est à la fois fabriquer le device sur lequel on regarde la publicité, et c'est aussi les matières premières pour fabriquer le spot publicitaire. Quand je vais tourner un spot publicitaire, je déplace les équipes, je fais le tournage, j'ai besoin de caméras. Donc ça aussi, c'est un impact. C'est un double impact en fait. C'est vrai que quand souvent on regarde une publicité, on se dit ah c'est cool, bon on est bercé dedans. Alors qu'une publicité d'un bon SUV qui a été tournée en Islande, en fait c'est des équipes techniques de films, parfois des 40 personnes qui se déplacent dans un pays. Oui. Il faut déplacer une crème solaire par exemple, ça se tourne en hiver. Et donc on va en Afrique du Sud pour faire les pubs qui seront diffusées maintenant en Europe. Ouais, bah tu sais quoi, ça me fait penser à une publicité que j'ai participé pour une soupe. Et on était en plein été, il fallait faire genre que c'était en hiver. Et alors tu sais ce qu'ils ont fait, ils ont ramené la neige artificielle. Voilà. Mais des flocons en plastique dans une matière que je connaissais pas. C'est le truc qui m'a le plus choqué parce qu'ils en ont tapé dans tout le jardin. Et qu'à un moment donné, tu sais, on était là comme ça à boire du café. Il y avait du plastique dedans. Non mais tu sais ce qu'ils ont fait en post-prod, ils ont fait de la buée qui sort de notre bouche et de la fumée qui sort pas du café mais de la soupe en question. Et cette publicité-là, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Je me dis, oh putain, tous les moyens qu'ils ont mis. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Donc forcément. Ça a un impact. Ils auraient pu aussi vous dire, bon, on va dans un pays nordique. Et on déplace tout le monde et on tourne là-bas, ça aurait un autre type d'impact. D'accord, ok. Donc la fabrication même du spot, ça a un impact. D'accord. Alors ouais, je vois effectivement presse, radio, digital, c'est qu'ils utilisent des serveurs pour diffuser le truc. Le cinéma, aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de publicité, non pas qu'avant les films, mais les product placement dans les films. En plus, ouais. Et ça c'est un truc, je me suis toujours dit, c'est pour donner l'impression que, tu sais, dans la diégèse du film, je vais utiliser des mots qui sont digestifs, c'est comme pour expliquer que j'ai l'impression que dans le film, dans l'histoire du film, on veut faire comme si ça se passait dans la vraie vie, donc on met des vraies marques, alors que non, c'est souvent des millions qui sont débloqués. Mais c'est vrai que voilà, tout ça, c'est des supports de diffusion de ces fameuses annonces publicitaires faites par les annonceurs et tout ça. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qu'on peut placer, comme les agences conseil, les agences médias. Alors moi, je mettrais ça, marketing, communication. C'est ça. Ici. Les agences créatives qui vont proposer le brief, qui vont concevoir les spots. Ouais. Tu as aussi le régulateur, donc ça va être l'agence de la transition, ça va être le gouvernement, ça va être. Donc ça, tu peux les mettre un peu en. Je dirais que les régulateurs, c'est peut-être. Donc la DEM et tout, c'est au moment où l'annonce publicitaire est développée quasiment. Par exemple, ou ça peut être avant, mais c'est vrai que c'est avant. Et puis tu as le législateur, tu as la loi qui te dit vous n'avez pas le droit de faire la publicité pour la cigarette, par exemple. Ouais. Donc tu as parfois des contraintes. Et puis dans les acteurs, tu as aussi la régie publicitaire qui, elle, va diffuser. Ils sont ici. Voilà, c'est ça. Donc dès qu'il y a l'annonce publicitaire, la régie publicitaire, c'est elle qui s'occupe d'envoyer ça chez tout le monde. Voilà, digital, et soit elle fait ça manuellement, soit de plus en plus c'est fait en programmatique, donc c'est fait de manière automatique. Ouais, c'est vrai. Via des enchères, etc. Donc c'est une régie automatisée. Voilà. D'accord. Alors rapidement, c'est intéressant. C'est vrai que quand les annonceurs veulent faire une pub, donc c'est dans leur boîte, ils ont un département marketing, qui souvent délègue ça à des agences conseils, ils ramènent, ils font plein de bureaux, plein de discussions, plein de réunions, beaucoup de gens qui se déplacent en voiture, alors tu peux le faire en télétravail, mais qui se déplacent en voiture à la boîte pour discuter pendant des mois de comment est-ce qu'ils vont le faire. Ça aussi c'est un impact, effectivement. Ils passent par d'autres agences créatives qui, pareil, c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de calls, beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, pour à un moment donné arriver à cette fameuse annonce publicitaire. Et c'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on ne mesure pas souvent. Voilà, donc c'est important de comprendre les différents postes d'émission pour pouvoir ensuite agir à différents niveaux. Donc ensuite, dans les impacts, on a mis l'exploitation des matières premières. Il y a aussi les impacts qui sont liés à la diffusion et à la distribution. Là, tu utilises des infrastructures. Les infrastructures, il faut les concevoir. Il y a la fin de vie. Il faut aussi les alimenter en énergie. D'accord ? Et puis, ça peut être aussi la diffusion de tes produits mêmes qui vont avoir un impact ou quand tu as de la diffusion de prospectus, par exemple. C'est bien physiquement, il faut bien les apporter, les distribuer dans les boîtes aux lettres, etc. Donc là, tu as des impacts. Alors, quand tu parles de diffusion, excuse-moi, mais j'y reviens vite. Ce qu'on diffuse, donc les annonces qui sont diffusées en digital, par exemple, effectivement, si tu regardes ça sur ton réseau social, la publicité que tu as consommée à ce moment-là est passée par la 5G, la 4G. Exactement. Ou le Wi-Fi, et c'est moins impactant en Wi-Fi qu'en 4G ou qu'en 5G, et encore moins si tu es sur un ordinateur fixe qui est relié à Ethernet. Voilà, donc selon comment tu consultes les programmes, les contenus et donc les publicités, tu as plus ou moins d'impact. Ok, voilà. Donc le fait de vendre quelque chose a un impact, ça on le sait, mais le fait de communiquer autour de ça a aussi un énorme impact. Les gens le voient. Tout le cheminement de ton message publicitaire, il utilise des infrastructures, il a besoin d'énergie, et donc là, ça a un impact sur le climat si on prend que ça, mais aussi sur d'autres impacts. Oui, pollution, biodiversité, ressources et tout ça. La fabrication, on l'a dit, mais donc pour fabriquer, il y a besoin d'exploiter les matières premières, et c'est aussi des usines qui tournent pour fabriquer des panneaux numériques, pour imprimer du papier, etc. D'accord ?
Et puis tu as aussi tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la consommation d'énergie. Un panneau, les panneaux lumineux, peut-être qu'on n'a plus besoin de la personne qui tourne avec son véhicule pour décoller et coller les affiches, mais on a besoin d'énergie et puis on a besoin de matières premières pour fabriquer ces panneaux, etc. Voilà. Et puis moi, côté récepteur, côté consommateur, je vais aussi consommer de l'énergie pour recharger mon téléphone portable. Voilà, donc j'ai aussi de la consommation d'énergie, une double quoi. Côté industrie et côté consommateur. Tu as utilisé un truc qui est extrêmement énergivore en photo, c'est Times Square, je pense, à New York. Ouais. Que quand on est sur cette place-là, effectivement, avant c'était des panneaux qui étaient remplacés, je parle vraiment d'un vieux Times Square qu'on voit encore dans certains films peut-être, mais qui aujourd'hui, même si c'est du LED, c'est quand même une consommation énergétique. Ça reste une consommation, c'est pas neutre. Il fait toujours chaud à Times Square, c'est très étrange, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et puis aussi, c'est un peu ça cette idée, c'est d'accord, la diffusion-distribution, il faut produire ces panneaux. Et ces panneaux, dès qu'ils sont produits, il faut les alimenter. Donc, une publicité, on se dit... c'est dingue, la publicité d'un produit, au-delà en fait que le produit soit présent physiquement, juste le fait de dire que ce produit existe a eu un impact, déjà un impact. Ultra négatif. C'est quand même dingue. Donc, quelque chose qui n'existe pas encore, peut-être. Par exemple, je sais pas, la sortie d'un album d'un artiste, admettons, il sort encore son truc en physique, c'est sur délire, ou la sortie d'un téléphone prévu pour l'année prochaine, il n'était pas en chaîne de production, que le truc, en fait, il a déjà, en fait, avant de vivre, a déjà consommé. Exactement. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que l'enjeu de la publicité, c'est de faire consommer, voire de faire surconsommer. D'accord ? Et là, tout au bout, en fait, on arrive à l'impact lié à la consommation des produits et des services dont nous fait la publicité. Quoi. Je vais te mettre des trucs un peu à côté. Parce que tout ça, ça a un certain nombre d'impacts, en fait. C'est pas simplement j'incite à consommer, c'est que j'ai des impacts aussi sociaux, je véhicule des stéréotypes. On avait parlé du greenwashing, donc c'est la manière dont je parle de mes produits et des services. Tu vois ? Est-ce que je suis en train de mentir sur la réalité ou est-ce que je trompe le consommateur en laissant croire que j'ai fait beaucoup d'efforts alors que ce n'est pas le cas ? Et puis, du coup, à la fin, il y a vraiment cet enjeu-là, c'est-à-dire que la publicité… C'est média, ça, limite planétaire. Voilà, le fait même de consommer et de surconsommer, ça impacte la planète sur un certain nombre d'indicateurs. D'accord ? Donc, in fine, tout ceci contribue à ça, à la fois parce que l'activité même génère des pollutions, d'accord ? Que j'ai besoin de ressources et d'énergie, de matière pour fabriquer les spots, les diffuser, et que quand je fais acheter des produits et des services, je contribue à tout ce dispositif-là. Quoi. Donc là, il y a aussi des pollutions, des impacts, voilà, ça on en a parlé. Maintenant, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que la publicité, ça sert quand même, il y a quand même un impact plutôt positif qui est de dire que ça va rendre service, ça va permettre aux entreprises de se développer. Oui, parce que tu vends tes produits et que donc tu génères de la valeur, donc tu peux embaucher des gens, tu peux faire tourner des fournisseurs, tu peux payer des… Voilà. Donc ça, c'est un aspect qui est positif de la publicité et souvent ce qu'on nous dit, je ne peux pas réduire la pub parce que sinon je ne vends plus et donc je licencie. Voilà, donc là, tu peux offrir une vie grâce à ça, tu offres une vie décente à des gens. C'est aussi ça, tu sais, à la création de valeur, ça a été trop sur notamment l'enrichissement des actionnaires, etc. Mais c'est aussi, je crée des emplois, donc je permets à des gens d'avoir un travail, une rémunération et donc de m'installer dans un endroit donné et de faire vivre aussi localement les magasins, etc. Donc il y a ça qui a un aspect plutôt positif. Et puis, il y a aussi, on l'oublie parfois, mais la publicité peut contribuer au financement de certains services publics. La publicité, ou même parce que je paye de la publicité sur les médias privés ou publics, mais publics par exemple, cet argent-là, il va permettre de payer l'information des médias d'État. Ou alors, quand vous avez la rénovation de certains bâtiments, vous pouvez mettre de la publicité sur le bâtiment pendant qu'il est en travaux, et c'est la publicité qui paye les travaux. Ah ouais, d'accord. Donc la publicité, ça sert aussi à ça. À générer du financement pour des choses pour lesquelles l'État ne paierait pas. D'accord. Donc parfois les fonds privés permettent grâce à la publicité de financer des biens publics. Parce que c'est vrai que la publicité c'est énormément d'argent. Forcément, moi, je viens un peu de ce milieu influenceur, etc. Et parfois, c'est des sommes assez colossales qui sont sorties. Surtout quand on est dans des endroits emblématiques, à Bruxelles ou à Paris, voilà, un beau bâtiment qui est en train de se rénover. Je sais pas si c'est pas Opéra, non rien à voir, je sais pas. Mais par exemple, il y a à la Concorde, place de la Concorde, il y a toujours une grande publicité comme ça. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment qu'il y a des travaux là dans le. Oui, ça fait un petit moment. Et je vois toujours des publicités généralement pour de la téléphonie. Je crois que c'est pour Samsung. Oui, c'est possible. Mais c'est peut-être celle-là, ouais. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire aussi que si on est dans le côté positif, c'est que la publicité peut quand même véhiculer un certain nombre de nouveaux récits et inciter à une consommation plus responsable.
dans certaines publicités. Quand ça rentre pas dans le greenwashing, du coup. Exactement, donc ça serait peut-être en parallèle, on peut le mettre au-dessus ou à côté. L'idée, c'est de dire on peut avoir une communication qui est plus responsable. Et la publicité, par exemple, peut permettre de lutter contre certains stéréotypes, peut montrer on peut être heureux sans avoir une grosse voiture et une grosse maison individuelle. Voilà, il y a ce genre d'éléments-là. On a aussi, tiens, ça on l'a pas marqué, mais il y a aussi toute la question des futurs supports. Voilà, le métaverse. Oui. Quel est l'impact du métaverse en termes de consommation d'énergie, en termes de projection? Hein. Voilà, ça fait partie des nouveaux moyens de communication. Il y a des enjeux comme par exemple l'exploitation des données privées. Quand on est sur la diffusion programmatique par exemple, ou les régies publicitaires, on a besoin de cibler, en tout cas on souhaite cibler de plus en plus, donc on collecte des données. Tu peux mettre ça dans les pas radio presse, je crois que c'est pas le bon terme. Mais ça se fait. C'est avant. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu avant. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, on fait de la publicité localisée. Selon que vous habitez à tel endroit, vous avez la radio, vous n'avez pas le même message radio, et ça se base aussi sur les données privées. Et bien sûr après sur tout ce qui est web, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, parce etc. qu'en fait, tu as totalement raison. Et plus tu es sur un ancien média, donc tu as la presse locale qui se dit bon bah on va mettre de la publicité ciblée sur des gens en locaux et on se dit bon bah là-dedans cette presse elle touche plus ce genre de personnes, donc on va leur mettre plus des publicités qui leur collent un petit peu mieux. Par exemple on sait que c'est haute classe sociale, bon on va plus leur mettre des gros bijoux, des machins dans les revues de presse, et c'est drôle parce que plus on affine, donc la radio c'est encore plus localisé, hein. Tu as des différentes antennes pour différentes villes. La télévision c'est assez général, mais c'est vrai que parfois il y a des décrochages comme la radio. Et là où on atteint vraiment le summum, c'est le digital qui va prendre au-delà de ta zone géographique. On a GDPR maintenant, mais va prendre en quelque sorte tes habitudes, tes clics, ce à quoi tu es abonné. Et donc c'est là qu'il y a l'exploitation des données privées, parce qu'il ne faut pas t'étonner si tu reçois un sponsoring, j'en sais rien moi, pour un salon de manga qui va avoir lieu dans 2 jours. Si tu as fait une recherche Google sur les mangas 2 jours avant, on va te proposer ça. Exactement. Bien sûr. Et donc c'est important. Et ça va être de plus en plus le cas sur la télé, parce qu'on a la télé segmentée maintenant, quand elle est digitale. Et quand on la regarde en replay ou quand on la regarde en direct sur l'ordinateur, on a aussi de la segmentation qui se fait, quoi. C'est comme si la télévision avait repris un peu Internet et s'est dit ah bon bah parce que c'est moins précis. Plus tu es dans un vieux média, moins c'est précis. Plus tu es dans un nouveau média, plus ça arrive à la précision. Et puis les médias se sont digitalisés en fait. La radio c'est pareil. Donc tous les médias, à part le cinéma où on continue à aller dans une salle de cinéma, mais sinon les autres, on a du mix en fait. C'est vrai que quand tu écoutes une web radio, d'une grosse radio connue, j'en sais rien moi, France Inter, c'est pas le bon exemple, mais Énergie, Fun Radio et tout ça, c'est vrai que il y a la publicité de base qui passe, quoi qu'il arrive, et puis tu as la publicité qu'on te met à l'avance au moment où tu veux écouter ta web radio, qui est une publicité juste pour toi, et qui fonctionne aussi, j'imagine, parfois localement. Et c'est ça, et en fonction des données privées, on cible. Ça influence. C'est ça. Donc là, on avait parlé de surconsommation, donc il y a aussi le fait que tout ce modèle-là a permis quand même à tout un tas de personnes d'accéder à certains produits et services. Donc il y avait à la fois le côté confortable, le fait de tout savoir, un réfrigérateur, le fait de tout savoir, une télévision pour accéder aux informations. Donc il y avait un côté qui était positif de démocratisation. Et après il y a le côté négatif de ça, c'est si on en consomme trop. Voilà, donc ça c'est un peu les deux écueils. Et puis il y a toute la génération de déchets qui est associée à cette consommation de masse. Où forcément on achète, il y a du packaging, le produit lui-même une fois qu'on l'a utilisé, on va le jeter, donc ça contribue à l'accumulation des déchets. Là c'était la partie l'éco-conception, on peut éco-concevoir les spots de pub, on l'a dit, aller faire tourner un spot de pub à l'autre bout du monde ou utiliser pour faire de la neige artificielle, etc. Peut-être qu'on peut faire en réduisant les impacts. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'éco-conception des spots publicitaires, comme on fait de l'éco-conception d'un produit industriel par exemple. Là, c'est d'autres acteurs qui jouent, ce sont les organisations interprofessionnelles. On a des labels, on peut demander aussi aux entreprises de nous proposer des labels qui nous permettent de renforcer la crédibilité. C'est ici justement, cette carte-là. Est-ce qu'on a confiance ou pas? Ça rejoint aussi ce que tu disais sur le macro, le meta-greenwashing. Est-ce que j'ai confiance quand c'est Total qui me dit ceci ou quand c'est une PME? Et qui font l'inverse de l'autre côté, ça sent mauvais, d'accord. Là, j'ai les lanceurs d'alerte. Ça, c'est ceux que eux, on va dire, n'ont pas vraiment pu vérifier, que c'est quelqu'un sur Internet, enfin vérifier parce qu'ils ont des codes et des machins. C'est ça. Et que là, c'est le name and shame. Oui, c'est ça. C'est le média limite en quelque sorte. C'est aussi le bon pote, par exemple. Ou c'est toi aussi d'ailleurs sur. Ça peut être moi sur certains aspects, ouais. Et ça, c'est les produits et services. Alors, c'est un peu quelque chose qui vient en amont. C'est pour dire, en fait, l'entreprise, elle peut décider de passer à l'économie fonctionnelle, de passer à l'économie circulaire. Elle peut changer son business model. Et en fonction de ce qu'elle va faire en amont, est-ce qu'elle va réfléchir à son business model, elle peut du coup réduire les impacts dans la suite de la chaîne. Voilà, pour l'instant, admettons, c'est un modèle négatif, environnement, tout ce que tu veux. Et ils se disent, ok les gars, nous, c'est fini, je sais pas, la vache qui rit.
on fait que je sais pas moi, du lait végétal, on arrête toutes ces histoires-là, et donc ça peut enlever. Ça peut enlever certains impacts. À certains moments. Ou alors c'est par exemple, je peux avoir une entreprise qui dit bon, moi tous mes produits vont être certifiés agriculture biologique, mais il n'empêche que ça a quand même des impacts, et si les gens continuent à en acheter, à en consommer trop, ça a des impacts. Donc je peux dire, tiens, est-ce que plutôt que de vendre des produits et d'avoir un modèle en volume, est-ce que je peux avoir quelque chose en location qui va permettre de partager un peu les impacts entre différents utilisateurs. Donc c'est intéressant. Donc c'est une autre approche. Là, il faudrait, pour vraiment, si on veut que les choses avancent, évoluent très très vite, ça c'est peut-être juste mon avis, c'est de... Au-delà de dire, bon, allez, la télévision, vous n'en avez pas marre de diffuser ça, bon, vous, la presse, remettez-vous en question, c'est sûr qu'il faut le faire, mais c'est peut-être tout de suite, en fait, s'en prendre à ceux qui sont à la source. Et qu'est-ce qu'on met sur le marché? Ben voilà, on va à la base, quoi. On va voir les annonceurs, voilà. les marques, et on leur dit, arrêtez vos histoires, arrêtez vos machins. C'est ça. Et la finalité, c'est de dire, on ne peut pas, la filière publicité ne peut pas dire c'est les autres, c'est la faute des annonceurs. Parce que tout ce qu'elle fait aux différentes étapes et les différents acteurs ont des responsabilités et ont des marges de manœuvre pour réduire leurs impacts. À la fois sur la manière de fabriquer une pub, de la diffuser. Voilà, comme tu disais, il y a des bureaux, il y a des gens qui se déplacent, il y a des matières, des dispositifs qui sont utilisés, donc il faut de l'énergie. Voilà. Tout ça, ça a un impact en plus sur la société, l'image de la société qu'on donne. Est-ce qu'on donne aux gens envie d'acheter ou pas? Et donc tout ça, la filière de la communication y contribue. Et puis au-delà, il y a une réflexion que doivent avoir les annonceurs et bien sûr aidés par les pouvoirs publics pour leur dire mais il faut changer de business model, il faut passer d'un modèle linéaire de consommation et de production à une économie plus circulaire et à de la frugalité, de la sobriété. C'est vrai. Et si jamais il y a encore des... Oh, je vais casser cette caméra qui est juste là. Et si jamais les annonceurs sont un peu réticents et que ça ne veut pas très bien comprendre, mine de rien, peut-être c'est vrai qu'en mettant la pression aux influenceurs qui sont en digital, à la presse, en mettant la pression sur les agences créatives et à travers les lanceurs d'alerte, ça permet à ce que tout ça en fait se retourne un petit peu pour les annonceurs en disant bon les gars, maintenant on n'est plus d'accord de faire la promo de votre truc qui est complètement, pour ainsi dire, greenwashing ou des trucs dans le genre. Et puis malheureusement, les limites planétaires, de plus en plus, elles vont s'imposer à nous à travers des catastrophes, à travers la raréfaction de certaines ressources. Et ça va obliger tout ça à changer. La question, c'est est-ce qu'on le fait volontairement en anticipant ou est-ce qu'on attend d'avoir les crises qui nous obligent à bouger? C'est le fameux degré ou de force. C'est Donc, ça. Degré, on accepte de le faire. De force, on atteint une limite, par exemple des ressources, j'en sais rien, une limite qui empêche, par exemple, le bon fonctionnement de ceci. Par exemple. Ça peut arriver. La programmatique, je sais pas, ça peut être une limitation en termes voilà, qui peut avoir un impact de près ou de loin. Je veux dire, c'est très très large, mais ça peut avoir un impact là-dessus. Demain, les gens ne supportent plus qu'on utilise leurs données perso. Paf, on n'a plus de programmatique. Voilà, exact. Voilà. Bon, c'est pas une limite, là c'est une limite sociale, mais oui, ça revient. Oui, mais il y a la limite planétaire physique et puis il y a l'aspect social aussi dedans. Mais si vous avez des problèmes de ressources en énergie, est-ce que l'énergie, prioritairement, on va la mettre sur la diffusion des publicités? C'est ça. Pas évident, on va peut-être mieux la mettre sur l'alimentation et sur la santé. En fait. Exactement, donc peut-être qu'on devra réduire la diffusion des pubs. Génial, Mathieu, j'ai passé un chouette moment, c'était vraiment très précis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Limite, les amis, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et puis, allez voir ce que fait Mathieu Janisch, la fresque de la publicité. Que je fais pas tout seul, c'est YouMatter qui fait ça avec TF1 Pub. Voilà. Et ben, on est plusieurs. C'est lourd ça. Quelle est ta définition